À l'Académie des mages offensifs, tout le monde s'accorde à dire qu'il n'y a pas de place pour les guérisseurs. Mais notre MC pense différemment. Will est le meilleur guérisseur, pourtant il s'inscrit ici. Tous s'attendent à ce qu'il échoue. Un enseignant décide même de le prouver en organisant un combat simulé. Dès le début, il utilise la magie de la Terre pour piéger Will, mais celui-ci esquive facilement chaque attaque, boostant sa vitesse avec sa magie de guérison. Puis il passe à l'offensif. Il réduit la distance et frappe avec son poignard. Bien sûr, l'attaque échoue. L'enseignant se couvre d'une armure de terre impénétrable, sûr qu'un guérisseur faible ne peut pas l'atteindre, mais Will sait comment s'en sortir. Dans ce monde, la plupart des mages limitent leur pouvoir, car leur corps ne peut pas supporter leur pleine force. Dépasser cette limite cause des dégâts, mais si Will enlève cette contrainte, il peut libérer une puissance énorme au prix de son propre corps. Et ça lui va très bien. De toute façon, c'est un guérisseur. Will charge avec un poing surchargé. Ses bras se brisent en percutant l'armure de terre de l'enseignant, qui est mis KO avant même de réagir. Pourquoi un guérisseur ici? Parce que la dernière fois, tout le monde était inutile, et Will est mort à cause de ça. Voici ce qui s'est passé. On pourrait croire qu'être bon à son travail mérite le respect des supérieurs, mais non. Il se fait littéralement poignarder par son supérieur pour avoir bien fait son... Will est un jeune homme ordinaire avec une capacité de guérison extraordinaire, un pouvoir unique qu'il possède seul au monde. Il pourrait guérir même les blessures les plus horribles comme un jeu d'enfant. Perdu un bras? Pas de souci. Il peut le faire repousser en quelques secondes. Actuellement, il sert aux côtés des derniers soldats sur le front qui luttent contre une armée démoniaque dirigée par des seigneurs démons, les forces responsables de la dévastation du royaume de Grandbald. Les soldats se battent avec acharnement, essayant de repousser les forces démoniaques qui ont déjà détruit le reste du monde. Quant à notre gars, il n'a aucune expérience de combat, donc il est chargé de soigner les blessés, les ramenant de la limite de la mort. Mais soyons réalistes, ces mortels n'ont aucune chance contre les créatures terrifiantes des profondeurs de l'enfer. Les soldats reviennent avec des membres manquants, et notre gars les guérit. Cependant, les soldats se fatiguent de se battre sans cesse, acceptant leur cruel sort. Ils sont cuits et préfèrent mourir au combat plutôt que de continuer. C'est pourquoi notre gars a été poignardé par son capitaine. Le capitaine pense que Will ne comprend pas la douleur et l'horreur que les soldats endurent à chaque retour au combat. Finalement, les soldats désespérés abandonnent la ligne de défense, laissant les monstres géants ravager les restes du royaume. Will regarde impuissant tout le monde mourir sous ses yeux, voyant son chez-soi s'effondrer. En levant les yeux vers ce dragon massif, il réalise enfin l'horreur que ses soldats ont vécue. C'est à ce moment-là que sa plus grande force devient son plus grand regret. S'il avait eu ce qu'il fallait pour se battre sur le champ de bataille, il aurait pu assurer la survie des gens autour de lui. Avec un désir ardent de défendre son royaume de ses propres mains, il prend une simple pierre et se précipite vers le dragon. Bien sûr, sa tentative ridicule de combattre un dragon avec une simple pierre lui coûte la vie. Mais, prévisiblement, il se réveille presque 5 ans dans le passé, juste avant de devenir le meilleur guérisseur du monde, un titre qu'il regrette. Déterminé à ne pas répéter ses regrets passés, il décide de s'inscrire dans une académie spécialisée en magie offensive plutôt qu'en guérison. Son premier choix est l'Académie Schwartz, une école dédiée aux arts martiaux. Dans ce monde, les arts de la guérison et de la magie offensive ne peuvent coexister, forçant les jeunes mages à choisir une seule profession. Cependant, Will décide de briser cette règle tacite et d'atteindre ce qu'il n'a pas réussi dans sa vie précédente. Il prévoit d'utiliser ses connaissances passées pour se former de manière à savoir non seulement guérir, mais aussi se battre. Pour commencer, il doit s'inscrire dans l'une des académies les plus prestigieuses, l'Académie Schwartz. On croit que cette académie peut former de jeunes talents en mage offensif de premier ordre. De plus, le mage de bataille le plus talentueux de la vie passée de Will était également diplômé de cette académie. Cependant, il y a un problème. Will est un mage guérisseur, donc entrer à Schwartz ne sera pas facile. Les nobles dépensent une fortune pour inscrire leurs enfants, mais lui est fauché. Même s'il commence à gagner sa vie grâce à ses compétences de guérison, il ne pourra pas économiser assez avant la date limite. En réfléchissant, sa sœur entre et le voit pleurer de joie. En remarquant sa réaction, elle suppose que son ventre doit le faire souffrir pour qu'il pleure ainsi. Il essuie rapidement ses larmes et fait semblant, disant que quelque chose lui a irrité l'œil. En réalité, il peine à contenir sa joie de voir sa sœur vivante. Il jure de la protéger cette fois de la catastrophe qui a consumé sa vie auparavant. Et pas seulement elle, il va s'assurer de protéger tout ce qu'il n'a pas pu sauver avant. Soudain, une idée lui vient à l'esprit. Il semble avoir trouvé son prochain pas en avant. Mais avant de continuer, voici un peu de contexte sur la Fédération des Académies de Magie.
C'est une organisation qui supervise toutes les académies de magie du royaume, responsable des règlements et des programmes d'enseignement magique. À ce moment-là, le président de la fédération est aussi le principal de l'Académie Schwartz. Mais il a cessé de s'occuper de la fédération à cause de sa petite fille malade, Marie. Au fait, ce grand-père Gaga s'appelle Arnulam Goldgrand, le président de la Fédération des Académies de Magie et principal de l'Académie Schwartz. Le vieil homme a promis à sa fille qu'il trouverait un magicien guérisseur capable de la libérer de son calvaire. Cependant, dans la vie précédente de notre gars, sa petite fille est décédée parce que le président n'a pas trouvé de magicien compétent à temps. C'est exactement pourquoi notre gars s'infiltre dans la chambre de la petite fille du président. Par chance, il n'a même pas besoin de se présenter au président, qui est déjà là. Le vieil homme sait déjà qui est cet étudiant boursier venu de T-League. Après tout, Will est renommé dans tout le royaume pour son talent exceptionnel en magie de guérison. C'est exactement pourquoi le président trouve inapproprié qu'un gars de son calibre se faufile comme un voleur. Intérieurement, Will sait qu'il a raison. Sans son expérience passée, il n'aurait pas osé s'infiltrer dans l'espace personnel de quelqu'un. Mais les formalités sont un luxe qu'ils ne peuvent pas se permettre. Il doit agir, seul lui peut la guérir. Bien sûr, le vieil homme sait que rien n'est gratuit, et il veut que ce jeune homme soit clair sur ses intentions. Will insiste sur le fait que le temps presse. Son traitement passe avant les négociations. Finalement, le vieil homme donne la permission dont notre gars a besoin. Il s'assoit au chevet, prêt à guérir sa maladie. Mais le regard intense du vieil homme attire son attention, scrutant son âme. Le président fait pratiquement comprendre qu'un faux pas et notre gars est fini. Will prend une profonde inspiration, prêt à ne pas se tromper, et commence sa magie de guérison. Il réalise que sa réserve de mana a diminué depuis sa vie passée. Mais ce qui compte, c'est l'exécution parfaite des formules de guérison dont il se souvient clairement. Après un moment, la petite fille ouvre enfin les yeux et remarque le charmant prince qui l'a sauvée d'une situation critique. Elle est complètement troublée et se retourne, gênée. Pendant ce temps, grand-père n'en revient pas que sa petite fille soit revenue d'un coma. Elle confirme son retour et dit qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien. Les yeux du grand-père s'emplissent de larmes de joie. Les inquiétudes qui le pesaient depuis si longtemps se sont enfin envolées. Et tout cela grâce à notre gars. Peu de temps après, les deux hommes s'installent dans le salon. Fr. Après avoir remercié, le vieil homme est prêt à exaucer n'importe quel souhait de notre gars. Will lui assure qu'il ne demandera rien d'absurde. Son souhait est à la portée du président. Tout le monde sait qu'il n'y a personne comme Will en guérison. Fr. Il est au sommet, sans possibilité de grandir. C'est pourquoi il veut explorer une nouvelle compétence et s'inscrire à Schwartz Academy. Le vieil homme trouve cela absurde. Abandonner son talent naturel pour quelque chose d'inconnu lui semble étrange. Fr. Mais comme le vieil homme a promis, il va honorer sa parole. Il serre la main du jeune homme, promettant de respecter l'accord. Dans l'académie, un professeur toxique examine le profil d'inscription de notre gars. Fr. Il trouve audacieuses les actions du président d'inscrire un mage guérisseur sans compétences offensives dans une école de combat. Le jour de la cérémonie d'entrée arrive et les nouveaux élèves se rassemblent. Fr. Sur le podium, le président présente son institut. Schwartz Academy est une école résidentielle spécialisée en magie offensive avec un cursus unique. Fr. Son vaste campus abrite plusieurs terrains d'entraînement, et avec des installations de recherche avancées et une immense bibliothèque, elle se démarque encore plus. Des diplômés influents sont actifs même au-delà de l'académie, offrant divers soutiens au royaume. Fr. En résumé, il n'y a pas d'autre institut qui offre un tel environnement pour étudier les subtilités de la magie offensive. N'oublions pas que notre gars est juste un guérisseur s'inscrivant ici, ce qui est sans précédent jusqu'à présent. Fr. Il va sans dire que son chemin sera semé d'embûches. Mais notre gars est prêt à affronter tout ce qu'il attend, tant qu'il devient le mage offensif qu'il désire. Cependant, la réalité est souvent loin des attentes. Fr. Le premier cours après la cérémonie d'entrée commence, et Will transpire à grosses gouttes. Il doit toucher une cible avec un sort de feu. Il parvient à activer un sort de feu, mais ça s'éteint dès qu'il apparaît. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Fr. Pour aggraver les choses, son prof est un vrai déchet qui le harcèle en utilisant sa faiblesse. Will ne peut assister au cours que s'il touche la cible. Fr. Tant qu'il n'y arrive pas, il est contraint de continuer à s'entraîner sur les terrains de l'autre côté du bâtiment. Will insiste pour que son professeur lui montre au moins les bases, sinon il ne pourra jamais apprendre correctement. Fr. Encore une fois, il est clair dès le départ que ce professeur a une dent contre lui. Pour lui, perdre du temps à enseigner à un guérisseur n'est pas un bon investissement. Will lui demande au moins l'accès à la bibliothèque pour apprendre un peu de théorie. Fr. Encore une fois, le salaud humilie notre gars pour être un simple guérisseur,
affirmant qu'il n'y a pas de littérature pour son genre. Profitant de la situation, un blond arrogant attaque le guérisseur avec des coups magiques sournois, le faisant tomber au sol. Fr. Le pauvre ne s'attendait même pas à cette attaque soudaine, mais le harceleur pense que c'est une raison de plus pour profiter de la faiblesse du guérisseur. Il se vante du statut offensif de l'académie, disant que les guérisseurs comme Will n'ont rien à faire ici. Fr. C'est la première fois que je vois un professeur s'allier à un élève pour harceler Will. Il le traite comme le plus bas des déchets. Cette nuit-là, il est épuisé sur le banc. Ses efforts pour apprendre la magie offensive ont échoué. Fr. Il savait que ce serait compliqué, à cause de la différence entre la guérison et la magie offensive. Chacune utilise sa propre source d'énergie. Le mana, pouvoir de l'esprit et arme ultime d'un mage, s'active par des formules et se déplace selon la volonté du lanceur. Fr. Utiliser ce mana pour des explosions ou des attaques donne de la magie offensive. Les guérisseurs, eux, ont un mana calme, mais c'est là que l'Académie Schwartz intervient. Ils excellent à former des mages offensifs, donc il doit y avoir un moyen de raffiner le mana dynamique. Fr. Will est convaincu qu'il pourrait manipuler son mana pour convertir le mana statique en mana dynamique. Le plus gros obstacle, il ne peut même pas assister au cours car le professeur ne le lui permet pas. Fr. Will refuse d'abandonner, espérant retrouver celle qu'il a aidée dans sa vie précédente. Grâce à elle, son choix d'intégrer cette académie pourrait en valoir la peine. Malheureusement, il doit réfléchir à d'autres solutions. Fr. Mais soudain, une voix familière l'interpelle pour être resté dehors trop tard. En voyant la beauté de Veronica, une guerrière compétente à ses côtés, il la reconnaît. Fr. Elle était l'une des mages offensifs les plus talentueuses qu'il ait connues, et à la fin, il a dû pleurer sa perte dans la guerre tragique. Heureusement, elle est vivante dans cette timeline régressée, mais avant qu'il ne puisse parler, elle sort la même épée capable de tout couper en deux. Fr. Cette fille ressemble à une gojo féminine avec les capacités de Sukuna. Le fait qu'elle pointe son épée sur lui n'est pas très agréable, mais il s'avère qu'elle traque un élève suspect sur le campus, se demandant si Will est ce même étudiant problématique. Fr. Notre gars précise rapidement qu'il n'est absolument pas ce type, car s'il se fait attaquer, il va avoir besoin d'une autre régression isquée de Truck-kun. Elle le croit, le calmant, et il demande à confirmer si elle est vraiment Veronica. Fr. La femme se sent offensée qu'il parle au professeur si familièrement, lui causant honte et choc. Il savait qu'elle était plus âgée, mais pas à ce point. Fr. Il s'avère qu'elle est en fait une prodige qui a sauté des classes et a été promue professeur immédiatement, ce qui n'est pas surprenant vu son talent exceptionnel. C'est l'opportunité que Will attendait, l'étoile filante qui pourrait enfin l'aider à apprendre la magie offensive. Fr. Will montre son intérêt pour le cours de Veronica, son dernier espoir. Il demande la procédure d'inscription, mais elle le rejette, disant qu'elle n'a pas de cours à proposer. Fr. Étant une nouvelle prof qui a été promue de nombreuses classes, elle ne sait pas comment ça fonctionne ici. Pour cette année, le poste actuel de Veronica est d'assister à certains cours pour répondre à des questions. Fr. Le plan était d'utiliser son esprit jeune pour se rapprocher des élèves de son âge, mais ce qui l'embête, c'est que personne n'ose l'approcher pour des conseils. Notre gars sait pourquoi. Fr. C'est parce que cette femme sort son arme au moindre souci. Pour lui, c'est une chance d'exploiter Veronica. Pas besoin de suivre ses cours, il peut juste l'utiliser pour des leçons privées. Fr. Il lui pose donc une question, sachant que c'est son rôle de répondre. Directement, il lui demande comment apprendre la magie offensive en tant que guérisseur. À ces mots, Veronica comprend qu'il n'est pas un élève ordinaire, ayant perçu son flux de mana étrange. Fr. Elle se rappelle maintenant que ce gars est le fameux nouvel étudiant de l'Académie Schwartz. En toutes ces années, elle n'a jamais vu de guérisseur ordinaire tenter d'apprendre la magie offensive. Heureusement, l'Académie propose une méthode pour cultiver le mana dynamique. Fr. C'est une base que notre gars pense être un bon départ. Quand Veronica confirme, Will s'excite, croyant avoir une chance. Mais un petit problème. Cette femme lui dit clairement qu'il ne pourra pas apprendre la magie offensive, même avec cette méthode. Fr. Cette révélation étonne vraiment notre gars, surtout quand Veronica explique qu'il a déjà trop de mana statique. Cela signifie que même s'il développe du mana dynamique, la plupart se convertira et se dissoudra en mana statique. Fr. Et s'il essayait de cultiver du mana dynamique par une autre méthode, le mélange des deux qualités de mana rendrait impossible l'utilisation de la magie offensive. Fr. La réalité est sombre. Notre gars a changé d'académie et réalise qu'un guérisseur ordinaire ne peut pas apprendre la magie offensive. Will regrette de ne pas avoir eu de manuel quand Truck-kun l'a régressé. Eh bien, il ne veut pas abandonner, même si cela signifie devenir l'Einstein de sa génération pour inventer une nouvelle méthode. En remerciant le professeur adjoint, il s'apprête à partir quand Veronica l'arrête. Elle reprend, disant que même si les guérisseurs ne peuvent pas utiliser la magie offensive, il y a une exception qui pourrait permettre à un guérisseur de devenir mage offensif. La fille le rend complètement confus, même lui a du mal avec cette logique.
Véronica illustre son propos en montrant son épée en fer sculpté, une arme capable de trancher et de vaincre des ennemis. Elle parle ensuite du banc à côté d'eux, en bois, utilisable en s'asseyant dessus. En d'autres termes, la prof un peu simplette dit que l'eau est mouillée et que le sol est fait de sol. Mais voici le twist. Elle soulève le banc et explique que même si elle l'utilise pour frapper quelqu'un, ça reste une arme. Hilarant, Will se demande comment cette muscle momie soulève un banc aussi lourd avec ses bras de nouilles. L'approche de Véronica. On peut utiliser un objet comme on veut, même s'il a un autre but. Pour personnaliser son propos, elle montre avec sa main et lui tapote le visage, le faisant rougir. C'est un rêve humide pour la plupart des hommes, jusqu'à ce qu'elle lui donne une claque, expliquant comment elle a utilisé sa main pour 2 choses. Elle le frappe un peu trop fort, mais le message est clair. Même chose, usage différent. Les yeux de Will s'ouvrent enfin. Il se demande s'il peut utiliser sa magie de guérison comme une attaque, une idée qu'il n'avait jamais envisagée. La raison pour laquelle les 2 factions de mages ne s'entendent pas, c'est à cause des différences dans leur type de mana. Mais aux yeux de Véronica, ce gamin est différent. Elle pense qu'il fait déjà un grand pas en s'inscrivant dans une académie de magie offensive, et même son mana montre qu'il n'est pas qu'un guérisseur. C'est une observation que même Will n'avait pas remarquée, le faisant se demander si c'est l'une des capacités données par Truck-kun. Pointant sa lame vers son cou, elle lui ordonne de prendre conscience et d'allumer la passion agressive dans son âme. S'il fait ça, il deviendra imparable et anéantira quiconque se met en travers de son chemin. Le lendemain, notre gars réfléchit à la conversation de son professeur d'hier. Elle a utilisé de nombreux exemples pour illustrer son propos, et ce qui le choque vraiment, c'est pourquoi elle ne semble pas avoir de reproches envers les guérisseurs normaux. Puis, il y a le fait qu'elle ait pu proposer une théorie sur le champ qui ait du sens. Will commence à penser qu'elle utilise elle-même la même méthode, mais son train de pensée est interrompu par un instructeur qui l'appelle de manière impolie guérisseur. Le cours d'aujourd'hui est spécial, avec des combats en tête-à-tête. Il peut participer avec les autres. Bien sûr, que ce soit pour utiliser la magie offensive ou non, c'est son propre problème. Le prof a aussi finalisé les appariements, et sans l'ombre d'un doute, il a mis notre gars contre Ulpus, le blond prétentieux de l'autre jour. Notre gars n'est pas enthousiaste à l'idée de ce match contre Ulpus, car le gamin vient d'une académie noble réputée et a tout le soutien. C'est un enfant de riche, mais en plus, c'est un mage offensif puissant. Ulpus suppose déjà la victoire et se moque de notre gars, se demandant s'il va courir vers sa maman après s'être fait détruire. Notre gars essaie de ne pas se laisser provoquer par cet imbécile. Même s'il vient du futur et c'est qu'il affronte un gamin, ça l'énerve quand même. La bonne nouvelle, c'est que Will veut tester la théorie de Véronica, il s'intéresse au combat, demande l'attention du professeur et refuse d'abandonner. Au lieu de ça, notre gars a une proposition, disant qu'il n'a aucun talent pour la magie offensive, ce qui serait une perte de temps pour ce combat. Ça augmente les enjeux et il déclare qu'il quittera l'Académie Schwartz s'il perd ce match. Le professeur est ravi d'entendre ça, mais l'autre côté, c'est que s'il gagne, il pourra suivre des cours normaux. C'est une proposition insultante, mais Ulpus est tellement arrogant qu'il éclate de rire, disant à quel point l'idée de victoire est ridicule. Il pense même que Will est en plein déni dans son monde de Delulu, sans aucune chance de gagner. L'instructeur, exaspéré, accepte la proposition et demande au concurrent de se mettre en position. Il donne le signal de départ, et Ulpus active calmement sa magie offensive. Il manifeste une multitude de dagues rayonnantes, sa spécialité, la magie de création de couteaux. En gros, il est un Gilgamesh de Walmart avec des épées de micro-penny. En lançant les dagues vers Will, il déclare qu'un guérisseur nul ne peut pas se défendre. Mais notre gars est là, en position de Bouddha, prêt à activer son expansion de domaine. Au moment où il active sa technique, il parvient à égaler la vitesse des dagues et à les esquiver toutes avec précision. C'est une technique appelée manipulation de la vie, qu'il utilise pour manipuler l'essence même des créatures vivantes autour de lui, boostant leur HP à son maximum. Mais ce n'est pas tout. Il peut aussi l'utiliser comme attaque avec cette même approche. Ulpus panique et parle de coup de chance, mais notre gars continue de récolter son aura. Il attrape la dague de Walmart Gilgamesh et tranche les autres avec le style de Shiru Emiya. Les armes faiblissent et n'ont causé aucun dégât. Mais notre gars ne fait que commencer, et avec une seule dague, il veut mettre fin à ce combat. Les spectateurs ne comprennent pas ce qui vient de se passer. Un guérisseur qui attaque, ça ne passe pas. En réalité, Will utilise sa magie de guérison comme attaque, sans jamais recourir à la magie offensive. Ulpus est dans une mauvaise posture et se moque en disant qu'il retenait sa force. Apparemment, il peut multiplier les couteaux à sa disposition, comme si ça allait changer quelque chose. Il lance des projectiles dorés sur le guérisseur, mais notre gars tranche chaque dague tranquillement. À la fin de sa défense, tout est brisé au sol. Ulpus se croit toujours le meilleur, alors il agrandit sa dague de micro-penny, et franchement, cet angle est un peu suspect. Quoi qu'il en soit, Will sait que combattre Ulpus est pénible à cause de son talent et de sa maîtrise de la magie.
Pour augmenter sa complexité et sa puissance, Ulpus fait tourner sa dague, lançant un missile vers notre gars. Il a emprunté la technique de flèche de feu de Sakuna, mais Will bloque ça aussi. Ulpus ne peut plus voler de technique d'autre chaud et rugit de frustration. Pendant ce temps, notre gars pense à augmenter sa force. Le projectile est dévié facilement, surprenant Ulpus. Avant qu'il ne réagisse, Will se téléporte derrière lui avec la transmission instantanée de Goku, promettant de le guérir après. Puis il fonce pour le tuer, mais l'instructeur intervient et crée un énorme mur de terre entre les deux. L'instructeur pense que le match est fini et dit aux deux de se retirer pour le prochain duo. La défaite est vraiment humiliante pour le noble arrogant, mais Will est juste content de pouvoir suivre des cours normaux à partir de maintenant, aux grandes dames de cet instructeur nul. Ayant terminé ici, il s'en va en réfléchissant à son expérience de combat. Enfin, il a créé sa propre version de magie offensive, assez puissante pour battre un excellent mage, grâce au conseil de Veronica. Quant au loser prétentieux, il reçoit de l'aide de l'instructeur. Ulpus demande à son professeur de ne pas prévenir son père de ce match. Tous deux sont des haters de D1 sur Reddit qui ne supportent pas la défaite. Dans la scène suivante, Will est en classe. Il peut suivre des cours ici et améliorer sa maîtrise de la magie d'attaque. L'instructeur entre et jette un œil à Will avant de commencer le cours. Ces cours ont été basiques jusqu'à présent. Un professeur principal gère toutes les classes. Will est surtout intrigué par le cours de création d'outils magiques, se remémorant un concept similaire à l'Académie de guérison. Aujourd'hui, la leçon porte sur la création de bombes de glace, et l'instructeur distribuera les matériaux aux étudiants. Will se souvient qu'il n'a jamais fabriqué d'armes dans sa vie précédente, juste des objets de récupération. À l'Académie offensive, il doit forger des armes. Le mana utilisé à cette fin sera évidemment du mana dynamique, mais en ce qui concerne la création, la nature du mana n'a pas beaucoup d'importance. C'est pourquoi Will n'aura aucun mal avec son surplus de mana statique. En regardant les matériaux, il trouve des fragments de golem de glace et des branches de flamme en poudre. En suivant les instructions, il mélange le fragment, mais ressent soudain un changement rapide. Will finit par lancer le fragment de glace grâce à l'amélioration corporelle, provoquant une explosion et laissant des pics de glace. Notre gars est plutôt impressionné, mais son petit coup est un manque de respect total pour sa classe. L'instructeur le gronde et dit qu'il va lui retirer des points. Les autres élèves rient, surtout Ulpus, ce qui montre qu'il complote avec le professeur. La prochaine classe de Will est juste au coin, sur les créatures magiques. Il obtient une mignonne salamandre, tandis que l'instructeur insiste pour que les élèves de bas niveau écoutent attentivement. Notre gars est un peu trop près d'une créature magique. Cette petite machine à tuer crache un canon de feu, forçant Will à se défendre. En réalité, c'est juste quelque chose que notre gars a imaginé, attirant même l'attention de l'instructeur, qui lui retire son pot. Les choses ne s'annoncent pas bien, et Will commence à vraiment comprendre ce qui se passe. L'instructeur lui permet d'assister au cours, mais le torture à chaque fois. Cela signifie qu'il ne pourra pas apprendre, donc il doit agir encore une fois. Un élève d'étrange l'observe de loin, semblant comprendre les doubles standards en jeu ici. Le harcèlement ne s'arrête jamais. Will doit se protéger non seulement des élèves, mais aussi des questions ridicules de l'instructeur. Ses poings sont écrasés, et même après les cours, il trouve des tas de déchets dans sa chambre. Quand il essaie de confronter le superviseur à ce sujet, celui-ci le punit encore plus en lui retirant ses privilèges de dîner. Notre gars se fait cuire à tous les niveaux. Il s'effondre dans sa chambre, réalisant que cette académie est pleine de haineux. Juste quand il fait un pas positif, il doit maintenant faire face à une tonne de défis à contourner. Will comprend que son rythme actuel de progrès lui est bénéfique et ne veut pas laisser ses harceleurs le déranger. Le meilleur, c'est qu'il a combattu l'un d'eux et a réellement gagné, prouvant qu'il peut devenir le mage d'attaque dont il a toujours rêvé. En se concentrant sur le positif, Will se rappelle avoir acquis son manuel, ce qui lui permet de réviser ses devoirs. Le lendemain, à sa grande surprise, il n'y a ni professeur ni personne. L'instructeur vient d'habitude à 7 heures, mais il n'y a qu'un élève près de lui. On dirait que certains n'ont pas eu vent du changement de programme. Agacé, Will s'approche de la fille pour discuter. Il la surprend en s'approchant. Il veut juste savoir si les cours ont été changés du jour au lendemain, ce qui est sûrement le cas. L'instructeur déteste certains élèves, et elle en fait partie, donc ils sont dans le pétrin. Elle pense que c'est une bonne idée que deux solitaires harcelés s'entendent, et Will sent son angoisse. Il lui tend donc une main joyeuse pour lui proposer son amitié. Étonnée, elle baisse la tête par respect et se présente. Erika Glenn, la première amie de Will à la nouvelle académie. Elle trouve normal qu'il soit seul, ayant rejoint les cours en retard et étant guérisseur. Erika note que les gens parlent toujours de la faiblesse des guérisseurs, ce qui stupéfie Will. Elle ne se vante pas d'avoir des amis, même en étant mage offensive. En observant sa personnalité, Will réalise que la discrimination contre les guérisseurs fait partie de la culture de l'Académie Schwartz. Les mages offensifs, qui combattent en première ligne, méprisent les guérisseurs à l'arrière.
Même dans sa vie précédente, Will était un guérisseur célèbre pour le royaume. Il avait de la crédibilité à l'époque, mais ici à l'Académie d'attaque, les choses sont différentes. Will va être englouti par la discrimination de l'Académie s'il ne lutte pas contre cela. Erika demande ses intentions en venant à l'Académie offensive. Rassemblant ses pensées, Will répond qu'il refuse d'accepter sa réalité de guérisseur né et qu'il compte rejoindre les lignes de front. Sa raison la secoue, mais Will précise qu'il a ses raisons personnelles qui le motivent. Quant aux intentions d'Erika, elle appartient apparemment à une petite famille noble de la campagne. N'ayant pas de fils, ses parents pensaient que leur lignée s'éteindrait. Prenant les choses en main, elle a pensé qu'en devenant une puissante mage d'attaque, elle pourrait devenir la chef de la famille c'est un objectif compréhensible pour Will, mais le problème d'Erika, c'est qu'elle n'a aucun talent pour la magie. Elle n'a pas d'amis et se fait harceler en classe. Heureusement, elle est contente d'avoir notre gars, qu'elle considère comme un sous-performant qui la réconforte même avec ses mauvaises notes. Notre gars se fait détruire partout, mais elle rigole. Il lui rappelle que les attentes d'Erika seront bientôt comblées. Sans trop en dire, Will l'emmène dans une autre salle où le vrai cours a lieu. Ils trouvent leur chemin vers le vrai cours, mais l'instructeur prévisible les considère en retard. Will s'excuse de ne pas avoir su pour le changement de programme soudain, mais ce type est vraiment intransigeant et ne leur pardonne pas. Pour punir Will, il décide de lui poser une autre question. Mauvaise nouvelle. Erika sait déjà que notre gars n'a pas assisté à la plupart des cours précédents, ce qui signifie qu'il ne saurait rien. En regardant le tableau, Will décompose le problème dans sa tête, tandis que son professeur insiste sur le fait que des points seront retirés s'il ne trouve pas la bonne réponse. Ulpus ridiculise encore Will, qui est sur le point d'échouer. Mais lui, concentré, prend la craie et griffonne. Chaque mot capte l'attention de la classe. Même Ulpus pense que c'est juste pour frimer. En vérité, Will trouve la bonne configuration, illuminant le cercle magique au tableau. Il surprend tout le monde, y compris son instructeur détestable. Le professeur doit admettre que c'est la bonne réponse, stupéfiant Ulpus et même Erika. Il n'y a tout simplement pas moyen que le nouveau soit parvenu à déchiffrer la réponse après avoir manqué tous ses cours. Juste après ce cours agaçant, Erika veut immédiatement savoir comment il a réussi à résoudre cette question. Will explique que c'était en fait assez facile, car il l'a appris dans le manuel. Il avait déjà lu le manuel, donc il savait à quoi s'attendre. Ce qui la stupéfie le plus, c'est que ce gars a dévoré tout le livre en une seule nuit. Will a juste lu pour la première fois et a fini par le parcourir, le qualifiant de l'un des meilleurs livres sur la magie offensive. Il y avait des applications fondamentales et avancées. Tout était détaillé. Il pouvait étudier seul, mais sans compréhension magique, lire le texte était une corvée. La bonne chose avec Will, c'est qu'il était doué en études théoriques, donc il s'en sortait sans trop de mal. En une nuit, il a tout appris sur la magie offensive, comme un roman. Pendant qu'il s'amuse, Erika est effrayée. Le livre qu'il a digéré est le cauchemar de leur académie, quelque chose qui ne peut pas être traduit sans l'aide de l'instructeur. Elle commence à regretter son hypothèse initiale de l'appeler un échec et réalise qu'elle est la seule à être au bas de l'échelle. La fille ne veut pas qu'il la laisse dans les rangs les plus bas, tandis que notre gars lui assure qu'il va lui enseigner tout ce qu'elle a du mal à comprendre. Après tout, ils sont devenus des amis de la même classe. Erika sourit, heureuse de recevoir son aide. La réalité, c'est que notre gars est venu ici pour ses objectifs, pas pour agir en mode amitié. Mais comme il est seul, il aura besoin d'Erika, alors il lui parle d'un service qu'elle doit lui rendre. Le prochain cours est le cours général de magie offensive, celui qu'il n'a jamais pu réussir, et la principale raison pour laquelle il n'a jamais pu accéder aux autres cours. Erika pense qu'il devrait facilement y arriver maintenant qu'il a battu Ulpus, mais la réalité est différente. En réalité, Will ne peut pas utiliser la magie offensive générale comme les autres, mais il a une excellente idée. Il a besoin de l'aide d'Erika pour réussir. Dans la scène suivante, les élèves se retrouvent à nouveau sur les terrains d'entraînement. Pour la magie offensive, il y a la magie générale et unique. La magie générale fait référence aux sorts avec des formules correctement formulées, ce qui les rend facilement accessibles à tous. En revanche, la magie unique provient de l'intérieur de l'utilisateur, comme la magie de création de couteau spécial d'Ulpus. Le programme de l'Académie propose des cours pour les deux types de magie offensive. Évidemment, la magie unique ne donne pas de réponse correcte, mais pour notre garçon, c'est le moyen le plus simple d'y assister et de gagner. Malheureusement, il est bloqué pour apprendre la magie générale. Le professeur le sait bien. Profitant de la situation, il le félicite pour ses compétences théoriques et se demande comment il va s'en sortir en pratique. Après tout, Will est censé échouer si même la magie de base lui échappe. L'instructeur souligne que la tâche n'est pas différente des précédentes, l'objectif étant de toucher la cible. Une fois de plus, il rabaisse Will en qualifiant la tâche d'extrêmement basique, ce qui signifie que s'il échoue à quelque chose d'aussi fondamental, il ne pourra pas obtenir son diplôme. Rassemblant ses pensées, l'instructeur se souvient que le garçon a utilisé la magie de guérison pour attaquer et améliorer les stats du corps. Mais ici, c'est différent.
car Will ne peut pas utiliser la magie offensive. Il veut juste que ce gamin se perde et abandonne son cours, mais notre héros ne bouge pas et sourit à la situation. L'instructeur est complètement abasourdi en voyant la main de Will enflammée. Il n'y a aucune raison pour que ce gamin puisse lancer une telle magie. Mais ne vous y trompez pas, c'est en fait une ruse de notre protagoniste. Sa stratégie repose sur Erika, qui crée la boule de feu avec sa version de la magie offensive générale. Ensuite, il a déployé la boule de feu dans la queue de la salamandre. Ensuite, Will utilise l'auto-guérison pour attiser les flammes, les cachant dans sa main. C'est comme Gojo Satoru avec sa malédiction inversée pour une guérison infinie. Mais même là, Erika doutait de son approche, se demandant quel genre d'homme elle avait en face, sans savoir qu'il était un jour le plus grand guérisseur de l'humanité. Quoi qu'il en soit, il a arrêté la magie de guérison juste après avoir ouvert sa main, donnant l'impression qu'il avait manifesté une boule de feu. Vient ensuite la partie facile. Il tire vers la cible, la touchant en plein dans le mille. L'instructeur, il tremble comme une feuille, humilié par son élève. L'illusion est si parfaite qu'il croit que Will a lancé de la magie offensive. Cela lui vaut une note de passage immédiate, avec les applaudissements d'Erika et la confusion des spectateurs. Ulpus est furieux. Après le cours, il confronte le professeur. Aucun d'eux ne comprend comment Will a appris la magie offensive générale. L'ego d'Ulpus est blessé après sa défaite, et maintenant ce guérisseur va trop loin. Il est prêt à se plaindre à son père pour faire disparaître la classe. Même l'instructeur est choqué par sa force, tandis que le noble fier s'éloigne en ordonnant au professeur de tout faire pour éliminer le guérisseur. Le prof est dans une impasse, car enfreindre les règles risque de le faire découvrir. Malheureusement, il a aussi passé beaucoup de temps à obtenir son poste à l'académie, donc il ne peut pas le perdre maintenant. En pesant les risques, l'instructeur décide qu'il vaut mieux parier et se débarrasser du guérisseur qui veut se... Le gars a un conflit générationnel avec un élève de 15 ans et décide de prendre les choses en main. Après les cours, sur le terrain d'entraînement, l'instructeur finit par convoquer Will tout seul. Il menace notre gars, mais Will le prend comme un compliment, trop bête pour réaliser. L'instructeur veut rabaisser la confiance du gamin, surtout après qu'il ait séché plusieurs cours à son arrivée. Ce n'est même pas de sa faute. C'est ce prof débile qui a refusé de le laisser suivre ses cours. Will rétorque qu'il a déjà étudié le matériel avec ses amis et en autodidacte, donc il n'y a pas de souci. Mais cet enseignant est tyrannique et ne se soucie pas, croyant que cette nouvelle leçon est nécessaire pour Will. Le contenu est décidé par lui, donc ici, ils vont participer à un vrai combat simulé. Will trouve ça louche de devoir se battre contre un prof sans raison, et l'instructeur sait que c'est injuste, alors il lui accorde un handicap. Si Will parvient à toucher une seule fois, il sera considéré comme le vainqueur de ce mini-examen. Avec ce genre d'avantage, l'instructeur s'attend à ce que le garçon ne prenne pas la fuite et prenne le combat au sérieux. Bien sûr, ce clown n'a jamais pensé à perdre. Quant à notre garçon, il est perdu dans ses pensées, essayant de comprendre la situation. Le gamin accepte les conditions du duel, ce qui plaît à l'instructeur. Le combat commence immédiatement avec l'instructeur utilisant un sort de terre. Il sait que ce type se spécialise en magie de terre, donc il esquive rapidement la première attaque. Mais cette même attaque se transforme et le force à esquiver à nouveau. Will se prend plusieurs coups. Le prof se moque de lui pour avoir esquivé sans arrêt. Mais le vrai problème de Will, c'est de gérer cette magie de terre agaçante qui peut être spammée. En plus, son attaque a une portée énorme, ce qui la rend complète. En même temps, le gars n'a pas fini et passe en mode ultra instinct à chaque coup. Will réduit la distance et se précipite vers son professeur, qui active encore plus sa magie de terre, ouvrant un mur de chaque côté avant de le refermer, enfermant le garçon. Ce mouvement semble être la chute ultime, jusqu'à ce que le gars voit son élève descendre du ciel avec un poignard à la main. C'est sa seule chance, alors Will réussit à frapper avec le poignard, écrasant la tête de son professeur. Malheureusement, cet homme a créé une arme. L'élève évite de justesse la prochaine attaque de l'instructeur, créant à nouveau de la distance. Ce petit serpent traite son élève de pathétique et révèle son armure invincible. Même Will trouve ce nom ridicule, tandis que son professeur se moque de lui pour avoir... Il rabaisse, critique et méprise la confiance de l'élève pour avoir même pensé à devenir un mage d'attaque. Cependant, l'élève humble rappelle avec assurance à l'instructeur que la magie de guérison lui a permis d'étudier le corps humain. Ainsi, il a compris que la plupart des humains retiennent leur force pour ne pas tuer. Leurs corps ne peuvent pas supporter toute leur puissance, et dépasser cette limite provoquera la détérioration de leur corps. L'instructeur prend cela comme une insulte, car Will essaie de... Mais le point du gamin est en fait simple. Si quelqu'un peut enlever la limite du corps humain, il peut libérer une énorme puissance au risque de détruire son corps. Mais la bonne nouvelle pour Will, c'est qu'il est guérisseur,
donc il est prêt à faire un Izuku Midoriya. Il est d'accord pour que ses bras... La détermination du garçon stupéfie l'instructeur, qui le voit s'approcher calmement. Son professeur pense toujours que son armure ridicule n'aura aucun effet. Will prépare son coup de poing. Oh attends, mauvaise histoire encore. Il ne se contente pas de briser l'armure, il laisse le visage de son professeur plus amoché que Jake Paul après son combat contre Anthony Joshua. Will rappelle à l'instructeur de ne pas décider du destin d'un élève et se sent réconforté en... C'est la seule raison pour laquelle il a pu débloquer une telle force écrasante grâce à la magie de guérison qu'il possède déjà. Will sait qu'il peut devenir beaucoup plus fort, mais pendant qu'il est perdu dans ses pensées, l'instructeur l'attaque sournoisement. Heureusement, il parvient à esquiver, mais cela ne suffit pas à apaiser la colère bouillonnante de cet homme. Will ne s'attendait pas à être pris par surprise par cette attaque, surtout après avoir... L'instructeur raconte encore des conneries, affirmant qu'il n'y avait aucun témoin pour confirmer cela, ce qui signifie qu'en réalité, un mage guérisseur ne l'a jamais touché. Il refuse de reconnaître sa défaite face à un guérisseur agaçant et inonde Will commence à en avoir vraiment marre de l'attitude « je suis les règles » de ce prof. Mais grâce à ses limites déjà levées, il peut se lancer à des vitesses fulgurantes et le dépasser à nouveau. L'instructeur n'a même pas pu traiter l'avancée soudaine de Will, alors que le garçon charge son poing lourd, prêt à le démolir une seconde fois. Même son armure ridicule ne se manifestera pas à temps pour le sauver de ce coup. Mais ensuite, le coup s'arrête. Juste, c'est comme si le temps lui-même n'existait plus. Le poing de Will écrase son visage, humiliant l'instructeur alors qu'il ressent une douleur intense. Ce coup honteux et lent est pire que de subir la dernière attaque. Il ne peut même pas fuir cette fois-ci, ni... La scène est vraiment hilarante car ce coup prend environ 50 cases. Enfin, Will exerce une vraie force et envoie cet homme voler, le faisant s'écraser au sol. Tout ce temps, le guérisseur avait utilisé un autre de ses tours de guérison. Il accueille l'instructeur de retour à la réalité, expliquant qu'il n'a fallu qu'un instant dans le monde réel. Mais ne vous inquiétez pas, il n'est pas comme son professeur qui n'explique rien et partage correctement ce qui s'est passé. D'abord, quand Will a connecté son coup, il a activé un... Ce sort est censé guérir les gens avec des sens affaiblis comme la vue, mais récemment, notre gars l'a utilisé en combat pour augmenter sa vitesse et son temps de réaction. Il peut essentiellement l'activer contre un adversaire, hyperstimulant leurs sens, leur faisant croire qu'une seconde équivaut à 100 secondes. Cela rend l'attaque beaucoup plus douloureuse, car elle est brutale et torturante. Enfin, Will affiche un joli petit sourire à son professeur et pose une dernière question, demandant s'il peut passer la classe. Avant même que l'instructeur snob ne réponde, Will lui attrape l'épaule, lui rappelant menaçant qu'il va effacer chaque once de discrimination que le professeur a envers le guérisseur. Ce guérisseur inoffensif ressemble maintenant à un roi démon, et il souligne que son seul but est de profiter de... Ce qui signifie que si ce type ou ses élèves l'interrompent encore, les choses iront très mal pour lui. Will conclut sa proposition avec un large sourire, mettant fin à leur rencontre. Ce soir-là, l'instructeur est vu déambulant en panique, se demandant... Il croyait que tous les mages guérisseurs étaient faibles et soumis aux ordres des mages de première ligne. Mais ce gars est différent. Il a des compétences de combat de haut niveau et une intention meurtrière. Par coïncidence, il croise le pink blond, qui est curieux de connaître l'issue de la séance d'entraînement. Ulpus ricane, croyant que cela s'est terminé par la mort de notre garçon, mais il se fait vite remettre à sa place. L'instructeur en a fini avec les jérémiades du noble et lui demande « C'est pour le bien de tous », et c'était leur plus grande erreur de penser que Will n'était qu'un mage guérisseur ordinaire. Ulpus est surpris par ce conseil et évoque à nouveau la menace de son père, mais cette fois, l'instructeur n'a pas peur. Il dit en gros au pink blond de se plaindre à son papa autant qu'il veut, car en vérité, si Ulpus avait vraiment cette influence, il aurait pu éliminer le guérisseur depuis longtemps. La famille Omen ne se plie pas aux ordres d'Ulpus, mais il est clair que s'il continue à embêter le nouveau, il va les anéantir. Ulpus est furieux, incapable de croire que la situation en est arrivée là. Après cette raclée phénoménale, quelques jours passent. Les cours viennent de se terminer. Will se détend, sentant que le noble blond est devenu prudent autour de lui. Il ne tente plus de coups. Ainsi, notre garçon peut enfin se concentrer sur ses cours, mais il n'est pas satisfait de sa situation actuelle. Son objectif ultime est de changer le destin de l'humanité face à la destruction. Pour éviter un sort noir, il doit devenir plus fort. Certes, sa magie de guérison l'aide à renforcer son corps, mais il se limite à des attaques de force basiques. L'amélioration sensorielle est utile pour les illusions, mais ça ne vaut pas le style de combat polyvalent de la magie. Will comprend qu'il doit créer un tout nouveau style de combat pour rattraper son retard. Il explique sa réflexion à l'assistante professeure Véronica, cherchant encore son aide. Son approche doit être affinée, mais Véronica a d'abord... Hésitant à entendre ce qu'elle va dire, elle finit par le féliciter pour tout ce qu'il a accompli jusqu'à présent.
Grâce à ses efforts, les enseignants parlent sans cesse du guérisseur. Un mage guérisseur qui rivalise avec les meilleurs, c'est pas rien. Bon, certains autres enseignants sont jaloux de ses progrès, ce qui est compréhensible. Étrangement, Véronica n'a jamais révélé à personne qu'elle était. Elle n'a jamais eu l'occasion d'en parler parmi les enseignants, car les autres la méprisent pour son statut spécial. Notre garçon est soulagé, car ainsi, il évite des ennuis. C'est grâce à ses conseils qu'il est arrivé là, et il ne veut pas qu'elle ait des problèmes à cause de ça. La professeure ne s'en soucie pas, et admet qu'elle lui est en fait reconnaissante. Comme elle l'a dit, les mages guérisseurs n'essaient même pas de concrétiser leur théorie. Elle sort à nouveau son épée. Étrangement, elle aime beaucoup faire ça. Will ne s'attendait clairement pas à ce mouvement de Véronica, mais elle est vraiment curieuse de voir où il en est. C'est le meilleur moyen de l'aider à devenir plus fort, mais notre garçon n'est pas du tout prêt et panique. La femme à l'épée souligne que l'ennemi ne va pas attendre et se précipite vers. Elle apparaît avec fracas juste devant lui pour le frapper, mais Will parvient à dévier son attaque à la dernière seconde. Il peine à tenir son arme contre ses coups puissants, et elle continue de l'accabler avec une pluie de coups. Malgré tous ses boosts et sa vitesse de réaction, il ne peut même pas suivre. Le truc avec Véronica, c'est qu'elle est plus rapide. Cette femme est l'incarnation de la foudre. Son épée passe élégamment d'un coup à l'autre, ce qui signifie que dans un combat d'endurance, c'est Will qui, endurant les coups, Will comprend qu'il n'a qu'une chance de l'impressionner avec sa vitesse débridée. Ainsi, il la surprendra. Concentrant son énergie dans son talon, notre garçon se précipite avec une férocité. La professeure ne s'attendait pas à cette manœuvre, comme il l'avait prévu, et juste au moment où la lame est sur le point de lui transpercer le visage, elle réagit au dernier moment et contre-attaque en tranchant littéralement son arme. Le combat est fini, et même avec tous les efforts de Will, il n'est pas à. Véronica exprime son enthousiasme. Elle ne croyait pas qu'il pourrait lui faire un coup comme ça. Ce qu'elle a utilisé, c'était une épée magique pour le contrer. Tout ce temps, elle pensait qu'il était un mage guérisseur. Les compétences de combat actuelles du garçon sont parmi les meilleures, mais Will n'est jamais satisfait de ses progrès. Elle soutient son ambition et sa détermination à devenir plus fort, comprenant que l'amélioration n'est pas son but. Will admet qu'il essaie de retirer le limiteur de son corps, mais cela ne suffira pas, comme le prouve leur combat d'aujourd'hui. La professeure fait une autre analogie, disant qu'une épée a un but au-delà des simples coups. Elle peut percer et être lancée, et la magie de guérison. Malheureusement, Will a réfléchi à des idées similaires mais ne trouve rien. La magnifique femme à l'épée explique que son défaut est le manque d'expérience en combat. Il lui manque l'intuition pour comprendre ce que signifie se battre. Pour Véronica, l'expérience, même dans leur combat actuel, Will a remarqué un petit détail qu'elle a utilisé. Comprenant son conseil, Will demande s'il doit faire plus de combats d'entraînement contre la professeure. Véronica aime l'idée, mais recommande qu'il participe à une mission d'entraînement. Enfin, il aura une expérience directe d'une situation de combat à mort. Il a en fait participé à la même compétition entre les 3 académies de Schwartz, Elich et Zilbern. Les 3 académies se spécialisent dans les styles. Leurs étudiants doivent exécuter des demandes de soumission. À l'académie Elich, le garçon n'a pas participé à la mission elle-même, mais cette fois, il a l'opportunité d'éliminer des monstres cauchemardesques et d'acquérir de l'expérience, où il se ressaisit pour sa première mission de soumission. Véronica l'observe avec intérêt, lui rappelant les conditions de participation. Le garçon doit prouver ses capacités lors de l'examen de sélection, et il y a une rumeur sur un produit. Le nouvel objectif de Will est de décrocher la première place lors du processus de sélection contre ses camarades. Il demande des détails sur l'examen de sélection. Le critère simple est que les candidats s'affrontent. En général, une centaine de personnes se portent volontaires. Même notre garçon commence à en avoir marre de l'accent mis sur le combat à l'école. À l'académie de guérison Elich, quelques volontaires se sont levés pour participer, ce qui signifiait que tout le monde pouvait prendre part à la mission. Mais ici, c'est un format différent. Will se remémore les doux souvenirs de l'académie de guérison, se demandant comment son ancien maître se porte en ce moment. Véronica reprend la parole au sujet de l'élève prodige dont le niveau de compétence. Cela signifie que Will ne va pas obtenir cette première place facilement, ce qui le fait se demander si la professeure a rencontré ce student. Malheureusement, elle n'a jamais eu l'occasion de rencontrer ce gars, car il évite les enseignants en agissant comme s'il était bien meilleur qu'eux. Mais c'est en dehors du fait qu'elle est intimidante. Quoi qu'il en soit, Véronica promet à Will qu'elle l'aidera dans sa préparation pour l'examen, ce qui lui remonte le moral, car elle est sa seule chance de s'améliorer. Nous passons au jour de l'examen de sélection, Will entre dans l'arène, soulignant que le temps a passé vite depuis. Il se sent plus confiant que jamais, ayant terminé toutes ses préparations. Alors qu'il se mêle aux autres, une certaine voix appelle son nom. C'est le président de l'Alliance.
Le principal est heureux d'annoncer que son petit-fils se remet bien depuis qu'il a guéri. Le président s'excuse même de ne pas avoir pris soin du garçon, même après qu'il ait sauvé la vie de son petit-fils. Will explique que bien qu'il ait eu du mal avec les défis de l'académie au début, il s'est complètement intégré maintenant sans problème. En fait, il est même déterminé à obtenir la première place à l'examen de sélection, interrompant leur conversation, un rabat-joie, un instructeur, écrase les mots de Will en les qualifiant de blagues. Il pense que ce gamin sous-estime gravement sa classe, et au fait, Bod est aussi le superviseur de la Étrangement, Will a rencontré ce type dans sa vie précédente. Bod était appelé la foudre violette, connu pour ses résultats incroyables en classe de héros durant la Grande Guerre. Malheureusement, ces deux-là ne sont... Le mage macho et renfrogné intimide le guérisseur en soulignant que le monde est plein de génies du combat. L'entraînement n'est qu'un caillou en comparaison. Il se moque ouvertement de Will en face, déclarant que le gamin n'a aucun... Le garçon ne répond pas, tandis que le président recommande de régler leurs différends pendant l'examen, pas avant. L'instructeur insiste sur le fait qu'il éduque juste le gamin et souligne que le vrai vainqueur de cet examen sera... Ce jeune homme est tout simplement un personnage copié-collé de Genshin Impact. Sirius Blue Note est le prodige que tout le monde attend avec impatience, et c'est aussi le même homme que notre garçon est destiné à affronter pour la première place à l'examen. La compétition est rude, et le président est excité de les voir se défier du regard. Sans perdre de temps, les candidats entrent dans l'arène, entourés d'une foule en délire. Will et Erika sont au deuxième rang, avec le guérisseur choqué de la voir participer. Malheureusement, elle doit le faire, sinon elle perd ses privilèges d'argent de poche. Même Ulpus fixe notre garçon de loin, tandis que le président félicite officiellement les candidats d'être arrivés jusqu'ici et espère que les meilleurs mages gagnent. Le premier tour sera éliminatoire. Cela signifie qu'ils vont tous se battre en même temps, 100 étudiants contre 100. L'espace est trop exigu pour leur combat, mais pas de souci, le président utilise son domaine personnel pour les projeter dans une autre dimension. Les étudiants ne comprennent même pas où ils ont été transportés, tandis que le vieux se tient au bord de l'espace, les dispersant à différents endroits. Où ils se retrouvent dans une forêt juste derrière l'académie. Une fois tous les étudiants transportés, le directeur annonce qu'ils ont été placés à des endroits aléatoires. L'objectif est de coopérer intelligemment et d'éviter de submerger les adversaires. Will admire la téléportation incroyable du président, car ce vieux a réussi à les téléporter tous en même temps. C'est le début de l'examen de formation sur le terrain. D'abord, notre garçon saute sur une branche avant d'activer le sort de dissimulation. Ainsi, il masquera sa présence et jouera la sécurité autour des autres concurrents. En se retournant, il voit 3 étudiants s'affronter. L'un d'eux utilise un puissant golem de terre qui pourrait passer pour un Pokémon, et une autre fille a un énorme marteau de fée. Ils sont tellement occupés à se battre qu'ils oublient le 3e attaquant, une femme qui les fige sur place. Will est impressionné par la gamme de compétences des autres mages d'attaque et pense qu'il peut beaucoup apprendre d'eux. Ce qu'il vient de voir lui plaît et il compte l'intégrer à son propre ensemble de compétences. Le combat se termine, et le dernier debout est le type du golem. Ils célèbrent leur victoire. Pendant ce temps, notre gars Will attrape sa tête et active le blocage de conscience, le mettant immédiatement hors d'état. Pensez à ça comme une mini-version du vide infini de Gojo. Avec cette capacité, Will peut manipuler la force vitale de son adversaire, mais il doit avoir une prise ferme, sinon le mouvement ne fonctionnera pas. C'est une technique qu'il a empruntée à Veronica pendant leur séance d'entraînement. Perdu dans ses pensées, Will ne remarque. Il esquive une pluie de dagues et se souvient immédiatement que c'est ce même idiot encore une fois. Cette fois, le gamin a amené ses amis. Ulpus pense qu'il essaie juste de passer cet examen, comme tous les autres étudiants. Mais il a l'avantage du nombre en 3 contre. Ulpus active la magie de création de couteaux. Un acolyte enduit ses dagues de poison. Le dernier acolyte utilise la magie de clone d'ombre pour les multiplier encore plus. Avec ses lames empoisonnées, même une éraflure pourrait être fatale. Des dizaines de lames se dirigent vers Will, le traquant. En les voyant approcher, il envisage de guérir le poison avec la magie de récupération. Gérer autant de dagues, même avec l'amélioration corporelle, semble être une vraie galère. Une barricade soudaine apparaît devant lui, protégeant Will des couteaux. Ulpus est stupéfait de voir le même golem de pierre maintenant au service d'un nouveau maître. Le truc génial avec la magie de récupération, c'est que le golem de pierre peut se déplacer tout seul en utilisant le sang du lanceur. Bien qu'il ne soit pas capable de motifs complexes, le guérisseur peut facilement le manipuler avec son sort appelé Pseudo-Life Imbumant. Le golem charge. D'abord, notre bad boy frappe un type dans la poitrine,
Puis il s'assoit sur un autre gars, lui causant probablement des douleurs dorsales permanentes. Avec ces deux-là hors de combat, Ulpus panique. Il est foutu car notre garçon l'attaque comme Minato Namikaze. Le combat est terminé. Alors Will revient en mode furtif, son golem prenant l'initiative sur le champ de bataille. Comme ses techniques d'amélioration le limitent au combat rapproché, sa meilleure option est d'utiliser un golem pour compenser cette faiblesse. Il peut. Soudain, un gigantesque tourbillon attire son attention. C'est comme si une catastrophe naturelle frappait la forêt. Mais non, ce tourbillon est une véritable vague Kamehameha. L'attaque laisse littéralement des cicatrices sur la terre, anéantissant le golem ainsi que le reste des étudiants, renversant même tous les arbres aux alentours. Au loin, Will aperçoit un homme. C'est Sirius, l'étudiant prodige, et je ne rigole pas. Ce type a plus l'air d'un... Ses capacités sont terrifiantes au premier abord. Will se demande s'il doit utiliser un mouvement pour l'affronter, mais soudain, le match est interrompu. Le directeur félicite chaque candidat pour leurs efforts, concluant le tour préliminaire. Seule la vraie compétition se déroulera dans l'arène. D'ici là, le président conseille aux étudiants de se reposer en activant la magie de transfert. Pendant que la magie de transfert s'active, Sirius, l'homme très sérieux, fixe notre sérieux protagoniste où il doit trouver la volonté de battre ce gars en une journée. Tous deux disparaissent ensuite. De retour chez lui, notre nerd est occupé à faire ses devoirs, réfléchissant à une stratégie pour l'examen. Juste, ils sont déjà furieux de se prendre 50 défaites à chaque fois qu'ils défient le guérisseur. Mais Ulpus est un mauvais perdant, un vrai con. Il se soucie de l'honneur de sa famille noble et veut défendre l'honneur de la famille. Ce qui l'inquiète le plus, c'est que son père découvre toute la situation. Pourtant, ses amis n'ont tout simplement pas le cœur à le suivre. Ils le laissent tomber et le laissent. Ulpus panique et finit par bouillir de colère, déclarant qu'il a un moyen de se débarrasser du guérisseur sans utiliser de magie, pendant que notre garçon se détend dans sa chambre. Soudain, Will entend frapper à la porte à une heure étrange. Il se lève pour ouvrir. Évidemment, c'est Ulpus à la porte, qui sort son numéro de noble et le salue chaleureusement. Will est suspicieux et ne se laisse pas avoir par son jeu d'acteur, mais le noble doré est juste là pour discuter. Il exprime sa haine pour les guérisseurs, disant qu'il a fait plein de... Évidemment, notre garçon a retourné la situation à chaque fois et l'a battu sans relâche. Mais maintenant, Ulpus vient avec un message personnel. Son acte poli tombe alors qu'il ordonne aux gamins de quitter l'académie. Will commence vraiment à respecter le jeu de haine de ce type, comme s'il ne pouvait pas le laisser tranquille une fois. Ulpus se vante d'être un membre respectable d'une famille noble et n'aime pas voir les guérisseurs traîner. Même son grand frère était faible en tant que guérisseur. Les mages offensifs sont fiers, et les guérisseurs ordinaires sont pitoyablement pathétiques. C'est la sombre réalité de l'enseignement dans la plus... Ulpus insiste pour que Will parte par le pouvoir du Toku no Jutsu, mais Will n'est vraiment pas du genre à dire « Ouais mec, merci, je vais quitter », donc il le rejette. Le noble est préparé à ça et souligne qu'il sait pour la famille. Grâce à ses serviteurs et ses connexions dans le monde extérieur, le noble a découvert que Will a une sœur. Il partage un lien précieux. D'un simple ordre, ses serviteurs pourraient facilement éliminer la sœur du garçon s'ils le voulaient. Le comportement habituellement détaché de Will disparaît, et il se jette sur le cou de ce type, avant de le gifler au sol. Ensuite, il se place derrière lui, tirant son bras dans une position où il rappelle au noble qu'il a déjà pris sa décision, et malgré les jappements d'Ulpus, son bras craque, le laissant en train de gémir. Le noble est toujours déterminé à se venger, affirmant que l'Académie ne lui pardonnera pas d'avoir cassé son bras. FR. Mais voici le truc, mec, Will est en fait un guérisseur. Tout va bien, ce qui veut dire qu'il peut encore se briser. Crac, ça craque une seconde fois, laissant Ulpus dévasté par une douleur traumatisante. Will le FR. Le noble supplie encore, mais ça se casse à nouveau. Le cycle de briser et guérir se poursuit, avec Will affirmant qu'il reste ferme dans ses décisions. Menacer sa sœur, c'est une limite qu'il ne devrait jamais faire, briser sans relâche, jusqu'à ce que l'esprit d'Ulpus soit torturé. Il comprend maintenant que ce gamin n'est pas un guérisseur, mais le Satan moderne. Comme le prof l'a compris, le noble réalise qu'il ne peut pas faire. Cette nuit-là, Will renvoie le noble avec des salutations joyeuses, comme si rien ne s'était passé. Notre gars ne ressent même pas un brin de regret, éprouvant même de la joie avant de dormir. Le lendemain, le grand tournoi commence. FR. Les 4 qui ont passé le premier tour doivent s'affronter. L'une d'elles est Erika, qui a surpassé les attentes de Will. Apparemment, elle s'est enfermée dans des murs de feu, intimidant les autres de s'approcher. FR. Pour faire court, cette fille n'a même pas bougé et a gagné par défaut. Mais quelque chose semble louche. Will pense que ce n'est pas toute l'histoire.
Elle lui demande d'y aller doucement. Fr. Erika déclare qu'elle vise une évaluation bien plus élevée après l'avoir battue, et leur affrontement épique commence. Son premier assaut prend la forme d'une boule de feu ardente. Will conteste cette attaque en la bloquant de front. C'est un simple Fr. Même sa magie de guérison peut facilement régénérer les blessures sans problème. Ce mouvement simple lui fait sous-estimer Erika, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose de vraiment mauvais. Ce sort qu'il a tout. Fr. Erika continue son assaut, lançant des boules de feu à la chaîne. Mais ce qui est spécial avec ces flammes, c'est qu'elles ne s'éteignent pas du tout. Cette femme a appris Amaterasu d'Itachi et a copié tout son flow. Malgré sa Fr. Même s'il maintient une récupération active, des dégâts répétés vont lui faire mal. Cette observation était déjà valable la dernière fois, quand il lui a demandé Fr. Cela montre aussi pourquoi elle ne pouvait pas être approchée par les autres concurrents avec ses murs de feu, car les flammes ne s'éteignaient littéralement pas. Les flammes d'Erika représentent son obstination et son exposition soudaine de compétences à Fr. Pour être honnête, ils la soutiennent juste parce qu'ils veulent voir notre gars perdre. Un air d'arrogance l'envahit. Elle réalise qu'elle peut passer les préliminaires et même éliminer quelqu'un d'aussi puissant. Fr. Formulant son contre-attaque, notre gars éteint les flammes après avoir doublé sa guérison. Elle répète le même mouvement, mais Will est prêt cette fois. Sachant que ces flammes ne s'éteindront pas, il les attrape intentionnellement, boost. Fr. C'est une utilisation géniale de son intelligence de combat, car maintenant le guérisseur a des points de feu pour ses frappes offensives. Erika est sur le point d'être emportée quand elle lève soudainement les mains et abandonne le match. Heureusement, elle sort. Fr. Malheureusement, ses statistiques d'évaluation ne changeront pas beaucoup après le match. La même foule qui soutenait Erika se retourne maintenant contre elle, l'appelant fraudeuse pour une mage offensive. La pauvre fille a été un soutien tout. Fr. Mais son cher ami l'aide à se relever, soulignant à quel point elle a bien combattu. Il guérit même ses blessures, gagnant son affection. Cette douce romance est détruite quand le professeur Bodmont, Fr. Pointant son doigt vers le guérisseur, il considère Will comme une ordure, et il est furieux qu'un mage offensif abandonne contre quelqu'un comme ça. Ces mots effraient la pauvre Erika, laissant Will se demander si ce comportement est approprié. Fr. Le superviseur se vante de sa position, soulignant que son rôle est de révéler la vérité telle qu'elle est, ce qu'il considère comme encourageant. Mais en partant, il confirme à notre gars qu'il n'y aura qu'un seul candidat réussi du tournoi. Cet homme s'approche du Fr. C'est Sirius. Les deux échangent brièvement. Sirius ne prend même pas la peine de le regarder en parlant. Il croit fermement en la force et partage l'avis du professeur Bod sur le monde. Le guérisseur est d'accord avec ça. Fr. Il reconnaît sincèrement le guérisseur comme étant fort. Mais en même temps, Sirius compte prouver que sa propre philosophie est correcte en le battant lors de leur match. Fr. Will se souvient avoir entendu son nom dans sa vie passée, un gars avec un niveau de magie offensive incroyable, dont les victoires sont si puissantes. Rien ni personne ne peut se mettre en travers de son chemin, sauf être réduit en cendres. Le match Fr. De ce que l'on voit, notre gars comprend qu'il ne gagnera la reconnaissance de l'académie qu'en battant le prodige ici, donc son objectif est de gagner. Le match final commence avec Sirius libérant un tourbillon écrasant. Fr. L'attaque prend trop de place, forçant Will à éviter prudemment. Réagissant avec sa propre vitesse démesurée, Will se propulse à une vitesse fulgurante, s'approchant du prodige avec toutes ses forces. Mais avant qu'il puisse réduire la distance, Sirius lance une Fr. C'est un problème pour le guérisseur. Il ne peut pas porter un coup à Sirius sans s'approcher. Les deux forces de la nature continuent leur affrontement. Sirius et Will se font face, tandis que Sirius remarque sa vitesse. Il lève Fr. Notre gars réalise que le tornado d'avant n'était rien comparé à ce vent, qui parvient à balayer toute la zone. Il lutte pour rester sur ses pieds, mais il est en Fr. Il met sa main au sol et commence à faire pousser un énorme arbre, tandis qu'Erika dans la foule est émerveillée par la magie de guérison, sachant qu'il est Fr. Il y a quelque temps, notre gars a montré cette compétence au professeur Veronica et a expliqué qu'il avait infusé de l'énergie vitale dans la plante, ce qui l'a aidé à pousser rapidement. Il avait appris auparavant des sorts d'attaque qui pouvaient manipuler les plantes et a décidé d'essayer cette compétence. Fr. Soudain, il commence à tomber au sol et le professeur Veronica le maintient debout. Il est surpris par l'épuisement soudain de mana, car le livre ne précisait pas. Fr. Veronica déchiffre le code, expliquant que détruire est plus facile que guérir, car la guérison consomme beaucoup plus de mana que la magie d'attaque, et reproduire la magie d'attaque avec la magie de guérison est probablement une Fr. Connaissant les conséquences de cette compétence, il prévoit de la garder pour des moments où elle peut être correctement utilisée. Revenant au présent, notre gars utilise cette compétence sur le champ de bataille, puisque sa magie d'attaque Fr. Quand l'arbre a fini de pousser,
Sirius parvient à le couper avec une attaque de lame de vent. Cela déstabilise notre gars, car la magie de Sirius consiste en des tornades qui peuvent engloutir les FR. Ces lames de vent sont destinées aux objets solides, tandis que la tornade s'occupe de quiconque s'approche de lui en se centrant autour de lui. Will réalise que Sirius est appelé le meilleur candidat pour une raison, mais il vise aussi à se renforcer avec cette magie. FR. Instantanément, l'adversaire forme une tornade autour de lui et le rabaisse, disant qu'il ne peut pas l'atteindre, peu importe ce qu'il fait. Et il n'avait sûrement pas tort. Dès que notre gars touche la tornade, il est projeté loin. Sirius FR. Il regarde son épaule et voit qu'elle est percée par un morceau de bois. La confusion est claire sur son visage alors qu'il exige une explication. Will révèle avec confiance sa tactique. FR. Donc, la plante sous terre a envoyé ses racines dans toutes les directions, et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé avec une épaule transpercée. Le protagoniste se demande s'il s'inquiète pour le professeur Bod, car leurs personnalités sont radicalement FR. Sirius précise que le professeur l'instruit parce qu'il est fort. Notre gars lui lance plus de questions, sachant qu'il vient d'une famille connue. Sirius révèle la vérité sur sa famille. L'aptitude magique prime avant tout. FR. Aucun autre facteur comme le genre ou l'âge n'a d'importance. Cela a créé des ennemis dans la famille, tous se battant pour le pouvoir, et son propre père refuse de l'enseigner. Pour Sirius, écoutez le professeur FR. Puis, il rassemble à nouveau toute son énergie magique, surprenant la foule, y compris notre protagoniste. Un dragon se forme à partir de cette magie, et Sirius déclare qu'ils vont régler ça maintenant. Le dragon vise notre gars, lui fait FR. Il y a quelque temps, où il pensait que les mages offensifs avaient la vie plus facile, ce qui le poussait à travailler plus dur. Mais il s'est rendu compte qu'il avait tort. Le talent n'est pas le seul facteur de supériorité. La lignée et le passé comptent aussi. FR. Tout cela le pousse à déclarer à Sirius qu'il veut le battre dans ce combat. Sirius est perplexe face à cette annonce soudaine. Will pose sa main au sol, prêt à utiliser sa graine spéciale. FR. Nommée Yggdrasil, la plante pousse rapidement, consommant bien plus de mana que les autres. Cependant, l'avantage, c'est qu'elle continuera de croître tant que FR. Sirius attaque avec une lame de vent, qui parvient à couper l'arbre en deux, l'envoyant voler dans le ciel. Mais en levant les yeux, il voit que la branche qui volait s'est transformée en un arbre immense, et il vient FR. Pendant ce temps, Will suppose qu'étant donné que la magie de Sirius est déjà utilisée pour maintenir le dragon devant, il n'aura pas assez de temps pour se défendre. L'hypothèse s'avère vraie, et l'arbre s'écrase sur Sirius. En levant les yeux, il FR. En réfléchissant, il réalise qu'il a perdu. Will est annoncé comme le vainqueur. La foule applaudit, ne s'attendant pas à voir Sirius perdre, et parle de la force que possède le protagoniste. Ensuite, le héros tend la main, FR, mais Sirius a l'air vaincu. Notre gars essaie de le rassurer, admettant que c'était un bon match. Soudain, le professeur Bod entre, clairement déçu par Sirius. Il l'emporte, furieux que Sirius l'ait déçu, déclarant que son entraînement recommencera depuis le début. La foule se tait, réalisant à quel point cela est choquant. Bod se tourne vers eux, hurlant que c'était pour tout le monde. Enragé, il ne peut croire qu'un guérisseur ait pris la première place. Will comprend que la colère de Bod devient incontrôlable. Il commence à défendre Sirius, disant que sa force était bonne et que perdre ne signifie pas qu'il est. Alors qu'il s'apprête à défendre son ami, Bod le coupe avec colère. Il s'approche de Will, se moquant de ses déclarations en faveur de Sirius. Il écarte Sirius et traite Will de stupide, affirmant que dans un match, seule la force compte. Il déclare que perdre ne vaut pas mieux que des déchets. Will est troublé par la dureté des mots de Bod envers son disciple. Il commence à argumenter qu'être guérisseur ne donne pas à Bod le droit de dire n'importe quoi. Les yeux de Bod s'illuminent de fureur alors qu'il tente de démoraliser Will, disant qu'il sera bientôt relégué parmi les faibles, car être guérisseur n'a que peu de valeur. Il se moque de lui en soulignant l'épuisement de son mana, ce qui surprend Will. Bod ajoute que les faibles sont des parasites qui font mourir les plus forts. Être traité de poids mort plonge Will dans un flashback de son passé, où Bod l'a maltraité pour son manque de force. Même alors, il tentait de se défendre, insistant sur le fait que En criant, il essaie de prouver que le monde a besoin de guérisseurs pour maintenir l'équilibre, sinon l'humanité périra. Bod le lâche, se remémorant comment son disciple avait tenu la ligne de front pour permettre à l'arrière-garde de fuir, pour finalement être anéanti par des monstres faibles. Son disciple est mort sans échappatoire, et Bod a regardé, impuissant, incapable de le guérir. Il serre le poing et crie que Sirius ne devrait pas mourir pour des déchets comme ça. D'un point de vue pratique, si tu es faible, tu finiras par mourir, peu importe quoi, et les gens doivent s'entraîner pour survivre. Pourtant,
viendra un temps où les monstres deviendront plus violents, et à ce moment-là, les forts ne peuvent pas se permettre d'être égoïstes. Pour ces moments, revenant au présent, où il défie le professeur en duel, espérant qu'il le reconnaisse. Bod se moque et accepte le défi, convaincu qu'un simple guérisseur ne peut pas le battre. En entendant cela, l'arbitre panique et demande si Bod est vraiment sérieux. Bod contourne fièrement les règles à son avantage. Ne trouvant pas d'issue, l'arbitre emporte Sirius. Un match spécial, Will contre Bod, est annoncé, et peu après, le combat commence. Bod craque ses doigts. Avec le peu de mana qui lui reste, Will s'inquiète de faire face à l'adversaire le plus fort qu'il ait rencontré depuis longtemps. Il commence à planifier soigneusement, car ce n'est pas un duel normal. Alors qu'il s'apprête à commencer, Bod crie à quel point l'étincelle de magie suffit à illuminer le sol entier. Il se vante ensuite de lui avoir enseigné 3 raisons pour lesquelles il est sûr de gagner. Une grande quantité de mana irradie alors qu'il donne la première raison, l'avantage et la distance pour contrôler l'ennemi. La troisième raison est la puissance de les achever en un seul coup. Alors que Bod s'apprête à continuer, il se moque en disant que Will ne peut peut-être pas l'entendre en ce moment. Will se relève encore une fois, demandant, bien qu'il soit visiblement blessé, Will reste debout, sachant que le professeur possède une magie unique de foudre. Pour se protéger des dégâts électriques, il doit éviter un coup direct à l'intérieur. Il sait que ses compétences seront inutiles si son cerveau ou son cœur sont touchés, car sa magie de guérison ne sera pas assez rapide. Pour cette raison précise, il a créé un circuit sanguin, il s'est percé la main avec son couteau, de sorte que lorsque l'électricité touche la lame, elle passe par son bras et ses jambes et transmise dans le sol, minimisant les dégâts qu'il subit. Même ainsi, endurer des attaques électriques est extrêmement difficile. Il est temps pour Will de Bod le rabaisse, disant qu'il a pitié de lui, sachant qu'il a à peine réussi à endurer l'attaque. Will commence alors à renforcer son corps physiquement par magie, mais réalise soudain qu'il ne peut pas insuffler de force. Bod révèle que sa foudre violette paralyse sa victime, les rendant incapables de bouger. Will comprend qu'il pourrait être en grave danger et lève à nouveau la main alors qu'une autre attaque se... Égoïstement, Bod veut continuer, utilisant le reste de mana qu'il a pour voir combien de coups il peut endurer. Bod libère son attaque, choquant la foule, tandis que Will continue d'endurer, sachant que le professeur possède une magie unique forte et parfaite, qui alimente son arrogance. Mais Will refuse d'abandonner. Il décide qu'il va gagner, mettant tout son mana et sa stamina restant dans sa manipulation. Il frappe le sol de la main et commence immédiatement à faire pousser un arbre. Cet arbre a la capacité d'absorber d'énormes quantités d'eau du sol et de les stocker, donc s'il est utilisé comme barrière, l'électricité sera facilement dispersée. Cependant, le destin en décide autrement. Bod parvient à abattre l'arbre avec son... Will reste sans voix alors que Bod commence à s'approcher de lui, croyant que le protagoniste n'a plus rien. Mais en regardant l'arbre tomber, Bod voit des champignons commencer à pousser rapidement, ce qui le choque vraiment. Sa technique a fonctionné, car les champignons poussent rapidement après une frappe de foudre. Quand une forêt est transformée en désolation par la foudre, cela crée une opportunité de croissance sans ennemis, et les champignons sont parmi les premiers à apparaître. Ils provoquent également une paralysie dans le corps, et Bod en fait l'expérience. Il panique, et Will saisit l'occasion, sachant que la distance avantageuse entre lui et son adversaire est enfin disparue. Il charge son poing et le lance droit, mais Bod parvient à l'esquiver et attaque Will directement au ventre. Il révèle qu'il est aussi doué en combat rapproché, et que sa magie unique lui permet de manipuler l'électricité. Il déclare que s'il renforce son corps avec de l'électricité pour accélérer ses mouvements, ce tour de paralysie ne serait rien en comparaison. À terre, tenant sa poitrine, Will ne peut accepter qu'il pourrait ne pas être... Avec fierté, Bod charge son poing, se déclarant vainqueur du duel. Mais avant qu'il ne puisse porter le coup, quelqu'un l'arrête. En se retournant, il voit le professeur Veronica avec son épée dégainée. Il essaie de la... Will frissonne, mais un rayon d'espoir se lève en voyant Veronica. Elle argue que le résultat du match est clair, et que frapper davantage le garçon ne ferait que causer une douleur inutile. Bod tente de se justifier, affirmant que Will est un guerrier. Veronica défend Will, affirmant qu'il n'a plus de pouvoir magique, ayant tout dépensé dans les duels qu'il vient de livrer. En colère, Bod tente d'attaquer à nouveau, pensant que Veronica manque simplement de courage. Veronica charge immédiatement son épée, et les deux sautent l'un vers l'autre pour frapper. Soudain, le directeur apparaît, mettant fin à la querelle. Il se place entre eux, empêchant Bod d'avancer, et s'excuse auprès de Veronica. Il annonce la fin de l'examen de sélection et ordonne à tous de quitter les lieux. Alors que les étudiants commencent à se disperser, Will essaie de se guérir mais échoue, ayant complètement épuisé son mana. Veronica soulève Will dans ses bras, lui assure.
Elle lui conseille de se reposer et de ne pas pousser ses limites, mais ces assurances ne lui suffisent pas. Le lendemain, il traverse l'école, pense. Cela l'étonne toujours de voir comment l'humanité a pu cesser d'exister même avec des gens si forts autour, et il se résout à gagner toujours plus de force. Will entre dans la salle, et le directeur est ravi de le voir, remarquant que ses blessures ont considérablement Fr. Notre héros explique qu'une fois son mana revenu, la guérison était presque instantanée. Le directeur suppose que Will n'aura pas de mal avec l'entraînement sur le terrain, ce qui surprend le protagoniste. Il continue en disant que Will a Fr. Avec lui, Sirius et Erika ont également réussi. Will demande des explications, car Bod avait dit que tout le monde avait échoué. Le directeur explique que cela arrive chaque année pour pousser les étudiants à se prendre au sérieux, même si certains sont finalement validés. Fr. Comme l'entraînement sur le terrain est dangereux, Bod a dû jouer son rôle de professeur. Bien que sévère, cela a servi son but. Dans sa vie précédente, Bod était toujours en première ligne pour l'humanité, l'un des héros qui Fr. Le directeur encourage alors le protagoniste à former une équipe avec des étudiants d'autres écoles en tant qu'attaquants, afin qu'il puisse accepter Fr. Cela fait réaliser à Will que ce sera la première fois qu'il affronte des monstres, ceux-là même qui ont causé l'extinction de l'humanité dans sa vie passée. Les créatures possédant un pouvoir magique sont appelées monstres, mais tous ne menacent pas l'humanité. Fr. Certains peuvent attaquer les humains, mais souvent seulement pour leur propre survie. Si leur comportement écologique avait été correctement étudié, ils auraient pu être utilisés comme espèces. Fr. Cependant, dans 2 ans, le monde changera sous l'influence de la Red Moon. Les monstres exposés à la Red Moon deviendront féroces, et différentes espèces de super-monstres commenceront à s'unir avec un seul objectif, anéantir l'humanité. Fr. Ensuite, 2 ans après cette catastrophe, le roi démon lui-même descendra sur le monde. Cette séquence d'événements mettra l'humanité dans une position désavantageuse, provoquant les Fr. Des mages attaquants seront nécessaires sur le champ de bataille, mais comme la situation sera incontrôlable, ils continueront de perdre la vie aux côtés des chevaliers. Même les mages guérisseurs seront massacrés une fois les lignes de front Fr. Au moment où le protagoniste meurt dans sa vie précédente, il ne reste presque plus d'humains capables de se battre. Si les gens continuent à vivre sans rien changer, l'humanité ne pourra plus survivre. Il ne peut pas permettre Fr. Il jure de se renforcer au-delà de quiconque dans sa vie précédente pour résister à la grande invasion de monstres. Plus que cela, il veut découvrir la véritable cause de la Red Moon qui a plongé les monstres dans la folie, espérant éliminer la source de la Fr. Le directeur remarque la détermination dans ses yeux et est profondément impressionné. Il trouve le comportement de Will prometteur et se demande si les enseignants sont suffisamment Fr. Le directeur lui assure que des mesures appropriées sont en place, mais il précise qu'il veut particulièrement encourager la croissance de Will. Plus tard, alors qu'ils se tiennent dehors avec Fr. Alors que Will tente de montrer qu'il comprend le comportement de Bod, celui-ci lui crie à nouveau dessus et s'éloigne. Pourtant, avant de partir, il dit à Will de faire de son mieux pendant l'entraînement. Puis, juste avant de tourner le dos, Fr. Sirius, qui se tenait derrière lui, s'avance également et remercie Will. Il dit qu'il peut maintenant travailler sur ses faiblesses et devenir plus fort que jamais. Tant qu'il survit, il sait qu'il pourra finalement se venger. Fr. Le protagoniste l'encourage à devenir encore plus fort, et tous deux se tapent le poing en signe d'accord silencieux. Pour Will, c'est un avantage que des mages attaquants plus compétents commencent à apparaître, car ils seront des alliés précieux dans les batailles à venir contre les Fr. Peu après, ils partent en carrosse. Après un certain temps, ils sont informés que la Dunkel Forest approche, et que les détails de l'entraînement seront examinés sous peu. Veronica explique qu'ils combattront des gobelins dans le cadre Fr. Elle guide ensuite 3 étudiants de Schwartz, Elig et Gilles Burn. Puis elle se tourne vers Will, lui annonçant qu'il formera une équipe de 4 personnes, soutenue par un Fr. Erika demande si les membres de l'équipe ont déjà été décidés, et Veronica la rassure en disant qu'elle sera dans la même équipe qu'elle. Bien qu'Erika trouve Veronica intimidante, elle considère que c'est bien mieux que d'être associée à un parfait inconnu. Après un moment, Fr. En sortant du carrosse, Veronica remarque que les étudiants de Gilles Burn ont déjà atteint la zone. Le protagoniste se rend compte que, dans sa vie précédente, il n'avait Fr. Soudain, une fille se précipite vers Will et le serre fort dans ses bras, s'exclamant qu'elle mourrait d'envie de le rencontrer. Le protagoniste panique, Fr. Elle se présente rapidement comme Mary Goldgrand, la petite fille du principal de Schwartz Academia, Alnaram Goldgrand. Le héros est complètement abasourdi par sa présentation, se souvenant d'elle de Fr. Il ne s'attendait pas à rencontrer la fille qu'il avait soignée chez le principal, surtout pas ici dans la forêt. La revoir le fait se demander comment elle va, et elle le rassure rapidement en disant qu'elle
Fr. Presque immédiatement, elle commence à s'excuser, disant qu'elle n'a jamais pu le remercier correctement à l'époque. Il balaie cela d'un geste, lui disant que ce n'était rien, mais elle insiste pour qu'elle puisse lui rendre Fr. Elle explique alors qu'elle n'avait aucun talent pour la magie, alors elle s'est inscrite à Gilburn Academy et s'est consacrée à l'apprentissage de l'escrime. Grâce à ses efforts acharnés, elle est devenue la meilleure élève de l'examen de sélection Fr. Elle rit en voyant à quel point le protagoniste a l'air impressionné. Il est sincèrement touché par son accomplissement, car il y a seulement quelques mois, elle était alitée, et pourtant, en si peu de temps, elle a Fr. Prenant sa main, elle lui dit qu'ils ont été placés dans la même équipe à cause de leurs talents respectifs, et qu'elle fera de son mieux pour lui être utile. À ce moment-là, il réalise enfin ce que le principal voulait vraiment dire en parlant de prendre soin d'elle. Fr. Avant qu'il puisse y penser plus longtemps, elle l'entraîne soudain à saluer les étudiants qui viennent d'arriver de Hellish. En les observant de côté, Véronica et Erika sont surprises de voir à quel point ils semblent joyeux et Fr. Dehors du carrosse de Hellish, Marie demande si Ulan et Turf sont à l'intérieur. Ulan commence bientôt à sortir, disant calmement qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Il salue tout le monde avec enthousiasme. Fr. Ulan est professeur à Hellish Academia, et dans la vie précédente de Will, Ulan avait été le plus grand mage guérisseur de son époque. Réalisez qu'il est maintenant dans la même équipe que lui remplit Will de bonheur. Après cela, Turf sort également du cas. Fr. Cependant, Turf se fige en voyant les deux mains dans la main. Naturellement, il demande une présentation au protagoniste. Will se présente, et Turf suppose rapidement qu'il doit être un mage attaquant. Ulan dit ensuite aux étudiants qu'ils sont libres de faire ce Fr. Cette attitude décontractée surprend tous les étudiants. Will s'approche d'Ulan et lui demande s'il peut l'appeler maître. Ulan demande pourquoi, et Will explique qu'il utilise lui-même la magie de guérison, mais qu'il n'a jamais eu de véritable Fr. Il demande ensuite si Ulan serait prêt à lui enseigner. Ulan dit qu'il a entendu parler de Will auparavant et accepte volontiers de lui enseigner un peu de magie de guérison. Marie se précipite après eux, insistant pour qu'elle puisse aussi Fr. De côté, Véronica observe à quel point le groupe semble bien s'entendre. Plus tard, lorsque la mission de soumission est assignée, chaque équipe est instruite. Fr. La zone où des gobelins ont été signalés se trouve au fond de la forêt, donc Ulan, Marie et Will décident d'y aller immédiatement. Pendant ce temps, Turf, le mage guérisseur, est instruit de rester à la base, évitant les lignes de front. En marchant vers la zone de reproduction des gobelins, Marie demande à Will s'il va vraiment agir seulement comme mage guérisseur en première ligne. Il lui répond calmement de ne pas s'inquiéter. Il explique qu'il sera plutôt le superviseur du groupe, leur permettant de se battre librement pendant qu'il garde un œil sur tout. Prenant ces mots au sérieux, ils acceptent que le superviseur n'a pas de règles strictes. Il commence immédiatement à d'un seul mouvement rapide, Marie abat un grand groupe de gobelins. Will n'en revient pas, se rappelant qu'il y a quelques mois, elle était alitée. Dans la scène suivante, la blonde Marie tranche plusieurs gobelins avec des coups de sabre puissants. En la voyant, Will est surpris et réalise qu'elle peut nettoyer la zone seule. Cependant, d'autres gobelins commencent à apparaître. Son mentor reine remarque que bien que la blonde excelle à charger, elle peine quand elle est en infériorité numérique. Il ordonne alors à Will de l'aider dans le combat, ce qui excite notre héros, car cela fait longtemps qu'il n'a pas combattu de monstre. Activant sa magie, il bondit en avant et commence à abattre les gobelins rapides. Après les avoir vaincus avec un certain effort, il pense au couteau donné par la professeure Vénérica, l'instructrice aux cheveux blancs, notant son exceptionnel aiguisement et combien il a aidé pendant le combat. La blonde est également impressionnée par l'habileté de Will, et le mentor leur informe que leur tâche du jour est terminée, ils doivent donc rentrer. À ce moment-là, la blonde remarque que son corps se sent beaucoup plus léger qu'avant. Le héros explique que c'est grâce. Il réalise que la véritable force du mentor réside dans sa magie de récupération, si naturelle qu'elle passe souvent inaperçue. Bien que le monde ne le reconnaisse pas, il croit que son mentor est le plus grand guérisseur de ce monde. La nuit, il retourne. Un garçon nommé Turf est content de les voir, notant qu'aucun d'eux n'a été blessé lors de la mission d'aujourd'hui. La blonde dit qu'elle comprend que leur mentor est un excellent guérisseur, mais se demande pourquoi il semble aussi bien informé. Le mentor explique que les lignes de front sont où se trouvent la plupart des blessés, et en soignant là-bas, il acquiert naturellement des connaissances pratiques au fil du temps. Turf ajoute que le mentor voyage souvent entre différents sites, c'est pourquoi il ne donne que rarement des cours. En entendant cela, le héros pense que le mentor n'évite jamais le danger pour sauver des vies. Il réalise que perdre quelqu'un comme lui serait une grande perte pour l'humanité. Il sait aussi qu'il reste encore du temps avant l'événement futur, mais pour changer ce destin, le héros décide qu'il ne laissera pas cela se reproduire dans cette vie. Pendant ce temps, alors qu'il passe une soirée paisible à la maison, un groupe de gobelins se regroupe dans un endroit caché,
planifiant leur Après cela, le héros et son équipe repartent pour une mission de soumission de gobelins. Ils appliquent ce qu'ils ont appris lors des batailles précédentes, et leur travail d'équipe s'améliore progressivement. Cependant, lors d'un raid de routine, le héros est confus par cette décision, car ils n'ont rencontré ni vaincu un seul monstre ce jour-là. Le mentor explique alors que les gobelins sont très territoriaux. Si des étrangers entrent dans leur zone, ils attaquent généralement, mais malgré le chemin parcouru, ils n'ont vu aucun gobelin, ce qui suggère qu'il se passe quelque chose de louche. Ils décident qu'ils doivent se retirer et se regrouper avec d'autres équipes. La blonde souligne que l'équipe de la professeure Vénérica a une base. Après un certain temps, ils arrivent à l'endroit où se trouve l'autre équipe. À leur grande surprise, ils trouvent la camarade de classe de Will, Erika, ligotée avec des cordes. En voyant cela, la blonde se précipite pour la sauver. Mais dès qu'elle avance, à ce moment-là, plusieurs flèches sont tirées vers le mentor, mais notre héros les dévie tout instantanément. Il remarque alors qu'un grand nombre de gobelins les ont entourés pour attaquer. La blonde parvient également à sortir du piège, et tous deux Cependant, le héros se demande pourquoi tout cela arrive. L'activité des monstres est censée augmenter seulement après la lune rouge, qui est encore à 2 ans. Voyant la situation se détériorer, il active son pouvoir et il ordonne à Marie de ne pas attaquer de front et d'attaquer plutôt par derrière. Pendant que les golems retiennent les gobelins, elle trouve une ouverture et livre une puissante entaille au sol, ce qui fait tomber de nombreux gobelins instantanément. Et ceux qui essaient de s'approcher d'elle, notre héros. En voyant leur coordination, le mentor se sent bien et se dirige pour sauver Erika. Mais alors qu'il avance, un puissant monstre boss surgit soudain du sol pour l'attaquer. En voyant cela, le héros s'inquiète, car il ne peut pas perdre. Mais à sa grande surprise, lorsque le monstre attaque, le mentor l'esquive facilement. Profitant de l'occasion, il lance un sort sur le dos de la créature. Le héros lui demande comment il a réussi cela, et le mentor explique qu'il a appris ce mouvement de lui. Cependant, il précise qu'il a seulement endormi le monstre, car il est guérisseur et ne combat pas pour nuire aux ennemis. Ensuite, il déplace rapidement la camarade de classe du héros vers une zone, surtout en s'échappant du territoire des gobelins. Le mentor utilise la magie de guérison sur elle, et elle reprend bientôt conscience. Notre héros de Erika explique que la mission de la veille s'est bien passée, mais que les choses tournent souvent mal quand elle baisse sa garde. Quand elle s'est réveillée ce matin-là, la professeure Vénérica était partie, laissant une note lui demandant. Pendant qu'elle discutait de la situation avec ses 2 compagnons, ils lui ont dit d'aller chercher la professeure. Elle ajoute qu'aussitôt qu'elle est entrée dans la forêt, elle a remarqué une odeur sucrée, ce qui l'a fait perdre. En entendant l'explication, le mentor réalise que les gobelins ont probablement utilisé un somnifère sur elle. Il s'inquiète également, car il semble que les gobelins coopèrent avec un ogre, ce qui est très inhabituel. Cependant, il dit qu'ils doivent d'abord se rendre à la base d'Erika et se regrouper avec ses 2 compagnons. Après un certain temps, ils arrivent à la base, mais remarquent qu'elle a été complètement détruite. La blonde se demande comment cela a pu arriver, puisque les gobelins sont. Cela signifie qu'une base en dehors de leur territoire aurait dû être sûre. En voyant cela, le héros réalise qu'il s'agit d'une attaque coordonnée et proactive contre les humains, un comportement généralement. Son mentor utilise alors son pouvoir pour sentir les environs et découvre que les 2 compagnons se sont déjà enfuis ailleurs. Il ordonne au groupe de se séparer, car lui-même ira les chercher, tandis que le héros et les filles se dirigeront vers le garçon turf et quitteront la forêt. Le héros accepte le plan, et quand ils arrivent à la maison de repos, ils se sentent soulagés de voir que le garçon est sain et prépare à manger pour eux. Will lui dit qu'ils expliqueront tout plus tard, car ils doivent quitter la zone immédiatement. Cependant, lorsqu'ils sortent de la maison, ils sont choqués de voir le même ogre là, accompagné d'une énorme armée de gobelins. En voyant cela, le héros dit aux filles qu'elles doivent maintenant combattre et vaincre les monstres, car il croit qu'elles sont capables de gagner cette bataille. Il ordonne à la blonde de ne pas avancer trop loin comme avant, car elle doit juste se concentrer sur des frappes normales. Il invoque ensuite à nouveau un golem en bois avec sa magie, et ordonne à sa camarade de classe d'arrêter les gobelins avec ses attaques. Suivant ses instructions, elle libère des flammes qui immobilisent la plupart des gobelins pendant un court instant. Cependant, notre héros remarque que l'ogre est toujours capable de se déplacer à travers le feu sans problème, ce qu'il. Lorsque le golem attrape l'ogre, la blonde trouve une ouverture et livre une puissante entaille avec son épée, ce qui fait reculer l'ogre. En faisant cela, elle se sent bien car leur travail d'équipe fonctionne bien. Mais à leur grande surprise, Will réalise que des attaques répétées ne suffiront pas à le vaincre. Il comprend qu'ils ont besoin d'une nouvelle stratégie pour abattre ce monstre. Alors qu'il réfléchit à leur prochain mouvement, l'ogre lui lance soudain un gobelin, mais il bloque l'attaque et FR. La blonde repousse plusieurs gobelins et annonce qu'elle suivra bien les instructions du héros. En entendant cela,
Notre héros réalise qu'avec Erika gérant l'armée de gobelins et la blonde en soutien, il peut se concentrer sur l'ogre. Fr. S'élançant vers la créature, le héros frappe son corps, ce qui met le monstre en colère. Mais il trouve une ouverture et lance sa magie de rampage vital dans le dos de l'ogre. L'attaque fait exploser. Fr. Voyant cela, le héros constate que le monstre ne peut plus régénérer, il ne reste plus que l'armée de gobelins à gérer. Après un moment, ils finissent par éliminer les gobelins restants et sont fiers de leur travail. Cependant, le héros se demande. Fr. Soudain, il aperçoit un tornado au loin et réalise que Sirius, le garçon tornade, le crée. Le héros décide de le suivre pour retrouver les autres équipes. Après quelques efforts, ils atteignent un endroit où le garçon tornade et les autres équipes. Fr. Le professeur le plus fort demande alors des nouvelles du mentor du héros, Ren. À ce moment-là, le mentor arrive avec les 2 étudiants disparus plus tôt. Le héros se sent bien de le voir, et le mentor le fait. Fr. Le professeur le plus fort se sent soulagé que tout le monde soit en sécurité, mais se demande où est le professeur Vénérica. Il dit qu'ils ne peuvent pas quitter la zone tant qu'elle n'est pas revenue. Le mentor propose de rester et de veiller sur les autres étudiants, suggérant que. Fr. Entendant cela, le professeur le plus fort confie la tâche à Sirius et à notre héros, car ils sont assez forts pour l'assumer. En entrant dans la forêt, le héros améliore son oui et localise bientôt le professeur. Fr. Cependant, il est surpris de voir une pierre rouge, la même liée à la lune rouge. Le professeur lui demande ce qu'il fait ici. Le héros explique qu'il est venu la trouver car les monstres de la région sont devenus fous. Fr. Elle acquiesce, mais il lui demande pourquoi elle tient cette pierre. Elle s'excuse, disant qu'elle ne peut pas expliquer pour le moment, mais lui assure qu'elle ne fait rien de mal. Ensuite, ils retournent ensemble vers leurs compagnons, et le groupe. Fr. Le lendemain, le héros se demande si le professeur est lié à la lune rouge, mais il réalise qu'il ne peut pas douter d'elle, car elle était son allié de confiance dans sa vie précédente. En pensant à cela, il remarque le professeur Vénérica parlant avec un élève de. Fr. Se cachant à proximité, il voit qu'elle demande un congé pour une affaire personnelle. Lorsqu'elle part, le héros comprend que ses actions doivent être liées à la lune rouge. Pour découvrir la vérité, Fr. Après l'avoir suivi discrètement un moment, le héros arrive enfin dans une ville. Il pense qu'il fait cela uniquement pour la. Fr. En regardant autour de lui, il se rappelle que dans sa vie précédente, après avoir terminé l'académie de guérison, l'activité des monstres était déjà devenue un problème majeur, et il avait été déployé sur des champs de bataille dans différentes régions. Fr. À ce moment-là, il aperçoit le professeur Vénérica acheter du pain au miel dans une boutique. En voyant cela, il se rappelle un souvenir de sa vie passée, lorsqu'il avait partagé ce même pain avec elle. À l'époque, il avait mentionné. Fr. Mais le professeur, né dans une famille de marchands en ville, en profitait souvent. Elle explique qu'elle s'arrête toujours dans une boulangerie dès qu'elle en voit une, par habitude personnelle. Elle commente qu'elle ne sait jamais quand sa vie pourrait se. Fr. Elle lui demande ensuite s'il la protégerait si quelque chose de grave lui arrivait, ce à quoi le héros confirme. En se remémorant ces moments, le héros réalise qu'il avait promis de rester à ses côtés, mais qu'à la fin, il n'avait pas Fr. Cependant, dans cette vie, il décide de changer ce destin, et pour cela, il doit découvrir la vérité sur ses actions. En la suivant, il voit le professeur entrer dans une étrange église. Le héros active à nouveau sa compétence de dissimulation. Fr. À l'intérieur de l'église, elle rencontre un voyou aux cheveux violets qui l'informe qu'elle a été appelée ici pour une affaire importante. Il lui demande de présenter l'objet dont ils avaient discuté précédemment. Fr. En voyant cela, le voyou est émerveillé, disant qu'avec ça, l'objectif tant attendu de leur église sera bientôt atteint alors qu'ils se rapprochent à nouveau de la lune rouge. En entendant cela, le héros comprend que la situation. Fr. Cependant, à ce moment-là, sa compétence de dissimulation s'estompe. À cause de cela, un dragon d'eau détecte sa présence et se jette sur lui pour attaquer. Fr. Le voyou aux cheveux violets dit qu'il lui avait clairement ordonné de venir seul, demandant pourquoi elle a amené le garçon avec elle. Il se sent déçu, disant qu'il croyait vraiment qu'elle pourrait devenir un nouveau membre de leur ordre. Le professeur. Fr. Le voyou dit alors que s'il tue Will ici, l'ordre l'acceptera sans problème. Cependant, elle refuse de les rejoindre et déclare qu'elle est seulement venue enquêter sur la situation. En entendant cela, le héros. Fr. Le professeur explique alors que le jour où elle a quitté la base, elle a ressenti quelque chose d'inhabituel dans la forêt. Là, elle a trouvé un monstre enragé et une pierre rouge. Lorsqu'elle a versé de la magie dans la pierre, Fr. Il lui a dit que si elle voulait connaître la vérité sur la pierre et leur identité, elle devait accepter 2 conditions. D'abord, elle devait garder la pierre rouge illuminée, car il utiliseront. Fr. Ensuite,
Elle ne devait en parler à personne et les suivre à un endroit désigné pour prouver sa confiance. Le professeur commente alors que c'est pourquoi elle avait l'intention d'entrer en tant qu'enquêtrice sous couverture, pour découvrir l'identité. Fr. En entendant cela, le héros se sent bien, réalisant qu'elle n'est pas une mauvaise personne. Le voyou prétend alors que sa déclaration antérieure sur son adhésion à l'ordre était un mensonge. Il jette la pierre rouge dans l'eau. Fr. Voyant la situation se détériorer, le héros dit qu'il peut facilement gérer la moitié d'entre eux. Cependant, le professeur s'élance en avant et tranche toutes les têtes des dragons d'un seul coup. Mais à sa grande surprise, les dragons commencent à Fr. En voyant cela, le héros se jette sur l'un des dragons et le frappe avec son poignard. En faisant cela, il remarque quelque chose d'inhabituel, que le corps du dragon est anormalement mou. Réalisant que quelque chose cloche, il Fr. Activant sa compétence d'amélioration physique, où il tire le dragon en arrière, ce qui révèle instantanément sa vraie forme. En réalité, les dragons n'étaient pas réels, mais juste les pattes d'un monstre géant en forme de Fr. À ce moment-là, alors que le voyou remarque que le vrai monstre a été découvert, il commente qu'il doit entrer dans la bataille lui-même. C'est pourquoi il sort une lance puissante. Fr. Le héros demande au professeur de s'occuper du monstre pieuvre, expliquant que son épée magique sera bien plus efficace contre son corps mou. Lorsqu'elle ne semble pas d'accord, il utilise sa compétence d'amélioration physique sur elle et la rassure qu'il reviendra immédiatement à Fr. Le héros se jette alors vers le voyou avec une vitesse incroyable et tente de l'attaquer avec son poignard. Cependant, le voyou bloque facilement l'attaque et le frappe avec sa lance, ce qui fait que le héros recule. Cependant, le voyou remarque Fr. C'est pourquoi il utilise la magie de guérison pour soigner instantanément la blessure. En voyant cela, le professeur Vénérica dit au héros que ce voyou est semblable à lui, capable de guérir et de combattre. Le voyou commente alors que le héros a un talent. Fr. Il demande s'il est intéressé à rejoindre leur ordre, mais le héros refuse l'offre, déclarant qu'il ne deviendra jamais leur subordonné. En entendant cela, le voyou déclare que si c'est le cas, il devra tuer le héros ici. Il se jette à nouveau sur lui pour Fr. En combattant, le héros pense qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il ne comprend pas, comme l'ordre, la pierre rouge et la nature de la magie de guérison et d'attaque. Cependant, il est certain que s'il peut vaincre ce voyou, il pourra découvrir la vérité derrière tout cela et en pensant cela, il donne un coup de pied puissant, et le voyou recule. Réalisant sa force, le voyou comprend que continuer ainsi pourrait le mener à sa défaite. Il active alors une compétence appelée corruption corporelle, transformant son bras droit en... Le héros comprend que c'est bien au-delà d'un simple renforcement physique ou de la magie de guérison. Il exige de savoir qui lui a appris ces techniques. Le voyou révèle que tout ce qu'il a appris vient des... Il explique qu'avant de les rejoindre, il vivait sans but, travaillant comme guérisseur dans une unité magique, suivant simplement les ordres de supérieurs à... Il croit que le monde est peuplé de gens indignes d'être sauvés, et que l'ordre lui a donné un but et du pouvoir, permettant à sa vie de briller enfin. Entendant cela, le héros commente que ce que fait le voyou est complètement faux, avertissant que si cela continue, de nombreuses personnes innocentes mourront. En disant cela, le héros tente à nouveau d'attaquer, mais le voyou... Il frappe alors le héros avec son bras énorme, qui s'écrase contre un mur. Le héros pense à son mentor reine, à la professeure Véronica et à tout ce qu'il a perdu dans sa vie précédente. Grâce à ses souvenirs, il se relève et utilise la magie de guérison. En faisant cela, il déclare qu'il ne pardonnera jamais au voyou et qu'il le tuera douloureusement. Ils échangent à nouveau des coups, mais le héros inflige beaucoup de dégâts. Profitant d'une ouverture, il donne un puissant coup de poing au menton du voyou, qui tombe en arrière avec de graves blessures. Ensuite, le héros regarde la professeure Véronica et remarque qu'elle a déjà vaincu le monstre en forme de pieuvre avec sa compétence d'épée. Elle explique que la régénération de la créature était très forte, ce qui a retardé sa chute. Le héros s'approche alors du voyou blessé, plaçant un poignard sur son cou, il demande qui est l'ordre et quel est leur véritable but. Cependant, le voyou refuse de parler, ne voulant pas trahir ses supérieurs. En réponse, il plonge soudain le poignard dans son propre cou. Il se sent soulagé un instant, comprenant qu'il est très loyal envers ses compagnons. Mais soudain, il est ressuscité et ses blessures ont complètement disparu. Choqué, il se demande ce qui vient de se passer, se souvenant. Le héros explique alors qu'il a guéri immédiatement après sa mort. Le Tug rétorque qu'un tel exploit est impossible pour un guérisseur normal. Mais le héros précise qu'il n'est pas normal et qu'il deviendra le plus grand guérisseur du... Il avertit ensuite qu'il peut répéter ce processus, le tuant et le guérissant autant de fois que nécessaire. Il dit au Tug qu'il doit tout révéler sur l'ordre. Le Tug, effrayé, comprend qu'il n'a d'autre choix que de dire la vérité. Mais soudain, quelque chose... Voyant cela, le professeur avertit le héros de reculer immédiatement.
À ce moment-là, le corps du Thug explose soudainement, le tuant sur le coup. Le héros tente de le guérir, mais réalise que c'est inutile. Il se sent mal, sachant qu'ils ont perdu leur seule chance d'obtenir des informations. Cependant, le professeur Vénérica le rassure en disant qu'au moins, il est en sécurité, et suggère. Sur le chemin du retour, elle commente qu'ils ont tout de même appris plusieurs choses importantes, y compris l'existence de phénomènes étranges dans le monde. Elle ajoute qu'elle est contente d'avoir participé à ce stage. Elle précise qu'elle a insisté pour y aller parce qu'elle... Notre héros lui demande alors comment elle a eu l'idée d'utiliser le manasty pour les attaques. Elle explique qu'elle vient d'une famille de marchands, ce qui lui a permis d'interagir avec des guérisseurs et des mages offensifs. Elle mentionne avoir entendu des idées similaires de quelqu'un quand... Pendant qu'il parle, elle remarque soudain une boulangerie et propose d'acheter du pain. Après avoir passé quelques moments paisibles ensemble, ils retournent à l'académie, où le héros se fait légèrement gronder pour être parti sans permis. Ailleurs, une femme serpent entre dans un bureau et découvre que son serpent de compagnie a déjà tué un garçon à l'intérieur. En regardant le redstone, elle commente qu'elle suivra les instructions de l'ordre à tout prix et répandra